Première émission Mixosity de l'année 2026. Je suis trop content d'être ici avec vous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon réveillon, même si l'émission sort quelques jours plus tard. Sachez que je la filme le 1er janvier 2026. Du coup, pour moi, c'est vraiment mon premier tournage de l'année. Oui, je vais dire ça tout le long. Ça y est, je suis vraiment en mode... On est en 2026. Franchement, désolé les gars, mais l'année 2025, elle était horrible, donc je suis extrêmement content qu'on passe enfin à autre chose. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Mixosity, l'émission hebdomadaire qui revient sur toute l'actualité, télé-réalité et people. Aujourd'hui, nous allons revenir sur certaines choses qui ont marqué toute la semaine, entre le mariage de Maeva Kenam, mais surtout son embrouille avec Aquababe, ou encore des petites actualités sur le vif. Vous allez adorer ce MTT. Installez-vous confortablement, soyez cosy, on va commencer tout de suite avec la mise au point. Moi perso, je me suis pris une petite boisson chaude et j'espère que vous ferez de même. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Les amis, je souhaite commencer Mixosity comme chaque semaine avec une mise au point. Déjà, premier élément de la mise au point, vous le voyez certainement, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de mon petit bibou d'amour aujourd'hui parce que je ne vais pas vous mentir, la journée est compliquée pour moi pour des raisons qui sont personnelles et du coup, j'avais aucune envie de faire le tournage. J'avais aucune envie de bosser aujourd'hui. Alors, je sais que j'aurais pu prendre ma journée, mais je suis quelqu'un qui, quand ça va pas, préfère quand même se mettre au boulot. Donc, j'ai dégainé mes pinceaux, j'ai dégainé mes produits, je me suis préparé, je me suis fait un petit look assez grunge, mais grunge chic. Et j'ai décidé de venir filmer Mixosity. Bref, tout ça pour dire que je suis pas seul, donc si vous voyez une ombre passer, si vous entendez des bruits parasites, ce n'est pas moi, c'est mon chien et je ne l'empêcherai pas de vivre. D'ailleurs, pour toutes celles et ceux qui voulaient le revoir, vous allez être contents, mais je précise également que mon chien n'est pas une mascotte. Je le prends au bureau s'il a envie de venir, je vais pas le forcer. Là, quand j'ai dit le mot bureau, il a couru devant la porte, donc je me suis dit, ok, c'est qu'il sent que papa ne va pas forcément bien aujourd'hui et du coup, il veut être présent. Deuxième point de cette mise au point, j'espère que vous avez passé un bon réveillon. On a fait un live le 31 sur ma chaîne Twitch pour être présent pour pour les uns et les autres, si j'arrive à faire cette phrase, pour tout simplement les personnes qui se sentaient seules et tout ça. Franchement, le live était trop bien. Je remercie toutes les personnes qui sont venues. On a énormément ri, on a énormément parlé, on a fait beaucoup de choses. C'était très bien et je vous remercie pour ça. De base, je faisais ce live pour les personnes qui ne voulaient pas être seules et franchement, c'était un super bon moment. Donc merci aux personnes qui étaient présentes. Pour les autres, j'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que vous n'avez pas fait trop de bêtises. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire quels sont vos petits goals, objectifs pour cette année. Pas des trucs prises de tête, me faites pas des listes de résolutions, faites pas pas complexé, mais j'ai pas le mot, ne mettez pas mal à l'aise les autres. Moi je sais que au cours de cette année, je vais avoir des objectifs, mais je suis pas en mode cette année je veux faire ça, parce que je trouve que c'est quelque chose qui est super stressant et angoissant et qui au final parfois ne mène à rien à part, comme je viens de le dire, à du stress, voire même de l'anxiété. Oui, car les deux sont différents, si jamais. Mais voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que cette année sera pleine de santé et d'amour pour chacune et chacun d'entre vous. Et c'était la petite mise au point du début d'année, quoi. En vrai, elle sort quand cette émission? Jeudi 1, vendredi 2, samedi 3. Elle sort dimanche 4. Ça va quand même. Tout ça pour dire que je vous souhaite une très bonne année, très bonne santé et plein de choses positives. Pour mon cas, le plus gros objectif que j'ai cette année, c'est d'atteindre les 70 000 abonnés sur cette chaîne. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez soutenir, avec un petit like qui aide au référencement, un petit commentaire qui aide à booster l'algorithme et vous pouvez aussi partager la vidéo sur vos réseaux en me taguant. Les gars, faites-le, franchement, je vous vois, ça me fait trop plaisir de parler avec vous, ça me fait plaisir de voir vos chats et vos chiens également qui regardent l'émission, ça me fait plaisir de savoir quand vous la regardez, sur quelle plateforme, à quel moment et tout ça, donc franchement, n'hésitez pas. Et pour les 45% non abonnés, je répète la même chose toutes les semaines, mais n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. La semaine dernière, il vous a manqué et je vous ai entendu, il va être différent, mais il est là, c'est le retour du sommaire. Dans cette émission, nous allons revenir sur le gros dossier de la semaine. Maeva Kenam, mariage blanc, mariage frauduleux et surtout guerre avec Aquababe. Des menaces sont faites et des plaintes sont déposées. J'ai creusé, je vous raconte tout ça. Nous reviendrons également sur le court passage où Vincent Queijo a avoué avoir été trompé par rime avec Anna. Après une année de mystère, les révélations ont été faites, on décrypte tout. D'autres sujets comme Mila Jasmine sans filtre ou encore la polémique Nicki Minaj, vous allez adorer cette émission et j'espère
qu'elle pourra vous apporter votre dose d'actualité. Petit sommaire, mais croyez-moi, il y a encore beaucoup de choses à découvrir. C'est parti, jingle, bienvenue sur Mixosity. Les amis, je commence l'émission avec les stories de la semaine et je commence par Melanite parce qu'il y a des moments où les actus, ça dépasse simplement les gossips, ça dépasse simplement le fait de vouloir se poser et juste écouter un petit truc divertissant. Parfois, il y a quand même des questions qui se posent, notamment dans le cadre de la santé. Parfois, on bascule ailleurs et c'est le cas avec Melanite. Là, on n'est plus vraiment dans le divertissement, on n'est pas dans les commentaires légers non plus. Il y a des choses qui se tournent autour de, enfin, il y a des choses qui tournent autour de Melanite depuis quelques temps maintenant et il y a des personnes qui sont assez troublées et je pense qu'il faut en parler. On a deux grosses choses qui sont ressorties autour de Melanite. Il y a un sujet que j'avais laissé de côté et que je vais vous parler ici et il y a un autre sujet que personnellement j'ai déjà abordé qui va être le point central de cette actu. Alors, avec Melanite, en ce moment, on est dans une accumulation. On a une accumulation de tensions, on a des prises de parole publiques, on a des règlements de compte également qui sont sur les réseaux sociaux. On a plusieurs choses. Aux dernières nouvelles, c'était son couple avec Carlotta qui faisait parler. On devait avoir une forme de renouveau et au final, on a eu des polémiques, des ci et des là. Ça devait être un nouveau chapitre et finalement, on s'est rendu compte que Melanite était encore en mode, genre dans les polémiques quoi. Je t'ai même pas enlevé ton harnais, mon chou. Attends, je t'enlève ton harnais. Sorry, bibou. On détache la bête. Comme ça, la bête est confortable. Hop, allez, va à tes occupations, mon chien. Et on a eu une polémique, du coup, avec le candidat. Le candidat Zizou, parce que il a laissé sous-entendre des choses qui auraient pu être ambiguës entre Melanite et lui. Des choses qui ont fait pas mal parler et des choses qui, encore aujourd'hui, posent des questions. En fait, on voit que les deux étaient extrêmement proches et qu'il y aurait pu avoir une relation assez ambiguë selon ce qui a été dit. Moi, j'y crois absolument pas et apparemment la relation entre Melanite et Zizou Zizou ne voulait pas que ça mette à mal genre son couple avec Anya ou alors le couple de Melanite avec Carlotta. J'ai pas forcément compris pourquoi est-ce qu'il a ressorti tout ça. Est-ce que c'est pour du buzz? Je sais pas, mais il disait des trucs du style n'oublie pas d'avril à mai 2025. Je ne sais pas de quoi il parle, mais en tout cas, ça a beaucoup intrigué et beaucoup de gens en ont parlé. Melanite, elle répond, elle avait une réponse assez sèche et sur Snapchat, elle démontait cette version en parlant d'un ex-meilleur ami qui se fait des films et elle l'accusait clairement de comportement toxique, de comportement manipulateur. Donc on a deux camps opposés qui se forment et il y en a qui disent que Zizou essaye de déstabiliser Melanite mais surtout de faire un petit peu son bruit quoi et faire un petit peu son buzz. Donc ça c'était la première partie de la chronique sur Melanite. J'avoue que j'ai pas trop compris cette histoire avec Zizou. Si jamais vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à me les donner dans l'espace commentaire. Les haters seront contents de dire que j'ai mal fait mon travail, mais j'aime pas vous donner des infos qui sont fausses et du coup j'avais pas vu de quoi il s'agissait complètement. Donc je me suis dit j'écris un peu dessus, mais je demanderai à la commu leur avis parce que vous êtes des réels chippies. Sans vouloir voler le terme à Aquababe, chippie est simplement un nom commun. Quelques jours plus tard, rebelote, Melanite poste une vidéo sur TikTok. Une vidéo qui se veut être banale. Elle a une tenue noire, une tenue qui la moule un petit peu, c'est une mise en scène qui est assez simple. Sauf que cette fois, ce que les internautes mettent en lumière, et j'en ai déjà parlé, c'est sa silhouette, son corps. On voit, selon ce que j'ai lu, une maigreur extrême, des hanches très saillantes, un corps qui déclenche une vague de réaction. C'est ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux. Et donc les commentaires, ils commencent à être assez tranchant, assez cinglant. Il y a des gens qui parlent d'anorexie, il y a des gens qui disent qu'elle va disparaître et il y a des gens qui disent qu'elle est peut-être en danger. Il y a beaucoup de questions qui sont aussi par rapport à sa santé en général. Il y a des gens qui se demandent si elle va bien, qu'est-ce qu'elle a fait, est-ce qu'elle a pris Ozempic, est-ce qu'elle s'est mise au sport, est-ce qu'elle est malade. Enfin franchement, il y a beaucoup de commentaires autour de ça. On l'a vu au fil du temps, Melanite a effectivement perdu du poids et c'est vraiment quelque chose qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Moi, j'en ai parlé pour dire que les gens étaient un petit peu choqués et plus le temps avance, plus les internautes sont inquiets. Donc vous me direz ce que vous en pensez, mais en tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose qui a fait parler. Après, attention, j'ai pas envie non plus qu'on soit dans le culte du corps ou dans la critique du physique de quelqu'un. Moi, perso, quand je vous parle de quelqu'un qui a un changement drastique, je m'inquiète surtout pour la santé de la personne. Est-ce que la personne va bien? Et c'est ce que je me demande ici par rapport à Melanite. Deuxième story de la semaine, Laura Lempicka.
Laura Lempicka, il y a eu pas mal de petites choses. Ces dernières semaines, on voit qu'elle est très exposée, que ce soit en télé-réalité, dans ses vidéos ou par toutes les rumeurs qu'il y a avec Marco ou encore dans le podcast qu'on a vu avec Vincent Queijo et tout ça. On le sait, sa séparation avec Nico, elle a fait beaucoup de bruit, la coparentalité, des ajustements, etc., etc., etc. Elle en avait parlé dans le podcast Entre nous avec Vincent Queijo. Cette fois-ci, je vous parle de Laura parce qu'il y a une vidéo qui est sortie sur les réseaux, une vidéo où elle est aux côtés de Ilan Castronovo et c'est une vidéo qui a fait un bruit monstre, encore une fois, pour le physique. Et cette fois-ci, c'est le physique de Laura Lempicka. Petit disclaimer, je reprécise, je veux pas de haine ou de genre méchants commentaires dans mon espace commentaire justement. On peut discuter des choses, on peut se poser des questions, mais soyons pas, je sais pas, soyons pas méchants. Parfois, je vois des commentaires et je me dis pourquoi est-ce que les gens sont méchants comme ça. Le contenu, il se veut banal, un petit peu humoristique. Cependant, c'est autre chose qui fait parler, c'est son visage. Son visage, ça devient le sujet. Les commentaires, ils sont assez tranchants, voire violents. On parle d'injection excessive, de visage figé. Elle n'est plus naturelle selon les gens. Et ce qui est intéressant, c'est pas de savoir si les critiques sont justifiées ou non. La vraie question, c'est pourquoi ce type de réaction revient toujours avec autant de force. En fait, ce que je vais dire ici, ça va peut-être déplaire, mais on sait qu'ils font des injections, on sait qu'ils font de la chirurgie, on le sait. On a juste à regarder sur Google un avant-après, genre on le sait. Donc pourquoi toujours revenir sur ce sujet pour aller critiquer le physique de quelqu'un? Surtout que là, on n'est même pas en mode regardez, j'ai fait des injections, ce qui d'ailleurs pour moi ça c'est pas correct du tout. On peut le faire mais avec de la prévention, tu vois. Mais c'est même pas ça, genre on est sur un contenu totalement différent, mais c'est quand même ça qui fait parler. Et je trouve que c'est un peu dommage, mais encore une fois, ce n'est que mon avis. En fait, d'un côté, on reproche aux personnalités de modifier leur apparence, et de l'autre, tout le monde continue de commenter, analyser et disséquer. Donc en gros, ce que je veux dire ici, c'est que quand quelqu'un ne fait pas de la chirurgie, on lui met quand même des rumeurs de t'as refait tes lèvres ou j'en sais rien, et quand la personne commence à en faire, c'est trop. Donc en fait, dans tous les cas, tout est tout le temps commenté et analysé. Donc moi personnellement, ce genre de physique tout refait, c'est pas quelque chose qui me plaît. Déjà, je ne suis pas attiré par les femmes, mais c'est personnel, mais j'irai jamais critiquer quelqu'un sur son physique ou parce qu'elle ou il a fait des injections à répétition. Bref, petit message de soutien envoyé à Laura Lempicka. Moi, je suis plus vieille que toi. T'es une daronne, genre? Bah ouais, je suis une daronne. Moi, je suis encore. Mamacita. Voilà, moi, je suis. Ah. Ouais, moi, je fais encore les dingueries sur les réseaux, tu vois. Toi, t'es plus dans ça. Maintenant, t'es dans Docteur Lolo, carré, propre, maman. Ouais, voilà, petite vie tranquille, quoi. Je suis plus vieille aussi. Attends, je t'ai vu en vacances, c'est pas longtemps avec Marco D. Ah, DJ De Navega. Alors, c'est comment? Ça va? Ça va? Bah oui, très bien. T'es en couple ou pas en ce moment? J'en étais sûre qu'il allait poser la question. Bah ouais, pour savoir. Tu sais pas? T'es heureuse? Oui. T'es heureuse, Max? Franchement, je suis bien dans ma vie. Ok. Donc t'es pas célibataire? Parce que moi, Je sais pas. moi, je suis venu. Parce que tu pensais que j'étais célibataire? Bah, je me suis dit, on sait jamais sur un. C'est faut ranquille. Faut se remettre en selle. Les amis, on vous prépare une petite surprise. Il est venu à la maison faire un tournage. Mais je peux pas dire plus. Non, ne dis pas. Je dis pas. Et ne le sors jamais. Ok. Les amis, on vous prépare. C'est ainsi que s'achève la première partie de l'émission, les stories de la semaine. On va passer au Top Actu. Top Actu qui est composé de 3 choses. Nous allons parler de Paga qui a été jugé étrange avec sa fille. On parle de Vivian et de Cynthia, le retour plus débrief de la bataille. Et enfin, Kevin Gage, Carla Moreau, en froid ou non, il prend la parole et j'avais envie d'en discuter avec vous. Nous rentrons immédiatement dans le Top Actu. C'est parti, jingle. Dans les dernières semaines et les derniers mois, quand on parlait de Paga, on parlait de quelque chose qui était assez violent. Je pense que vous vous rappelez, on ne peut pas oublier tout ce qui s'est passé au mois d'août, si je dis pas de bêtises, du moins cet été, avec tout ce qu'il y a eu par rapport à la tromperie avec Giuseppa, puis leur séparation. Bref, on a vraiment parlé de lui en long, en large et en travers. On avait eu également toutes les polémiques avec Michael Bizet, voilà. Un petit peu pour recontextualiser finalement. Et arrivent les fêtes de Noël, un moment qui est extrêmement symbolique, surtout dans les familles, qu'elles soient séparées, recomposées ou non.
Et c'est un moment où il y en a beaucoup qui cherchent à montrer autre chose que les polémiques de l'année. Paga, il l'a surpris. Il est apparu aux côtés de Giuseppa malgré leur séparation avec leur fille. Donc comparé à tout ce qu'on a pu voir ces derniers temps, là on était sur une image assez belle en fait. On est vraiment sur une famille qui essaye d'aller de l'avant. On est sur une famille qui malgré tout tient debout. Je sais pas comment expliquer, mais genre même s'ils sont plus ensemble, on voit qu'il y a énormément d'amour entre les deux. D'ailleurs j'en ai parlé la semaine dernière. Il y a des gens qui disent que Paga ferait des déclarations à Giuseppa un peu en soum-soum et tout ça. Dans tous les cas, on a une famille qui est recomposée, qui est calme et qui est rassemblée autour de l'essentiel, des partages et des moments. Giuseppa, elle avait posté justement un carrousel pour Noël avec un message très très beau. Elle parlait de respect, de coparentalité, de soutien. Elle disait que Paga c'était le papa tant rêvé pour les filles. Donc voilà, tout ça c'est quelque chose qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux, mais un bruit positif. Les gens trouvaient ça vraiment bien d'avoir cette famille recomposée qui arrive à bien s'entendre et qui arrive tout simplement à joindre les deux bouts, mais dans leur relation, dans le relationnel. Et du coup, c'est très bien pour les filles. Vous allez voir, c'est pas le cas de toutes les familles. On a eu un récap qui a été fait par Jessica Tivna. C'est un récap qui a fait également beaucoup de bruit, mais c'était un peu plus triste. Mais ça, on en parle juste après, dans Sur le Vif. Mais bon, voilà, ce petit moment suspendu dans le temps n'aura pas duré longtemps. On adore la rime. Quelques jours après Noël, Paga, elle publie une vidéo avec sa fille. C'est une scène simple qui, encore une fois, se veut anodine, mais qui a fait un bruit assez monstre. Ils mangent des pâtes ensemble, ils sont en train de rire, etc. Et puis ils décident de reproduire une scène connue du film, le Disney, La Belle et le Clochard. Donc Paga et sa fille attrapent chacun une extrémité de la pâte, un spaghetti, leurs visages se rapprochent et la séquence se termine par un baiser sur la bouche entre le père et la fille. Pour Paga, c'est un moment affectueux, ludique et un clin d'œil à ce Disney. Je vous laisse regarder la vidéo et on en discute. Oh non, je meurs. Allez, Oh comment non, je peux mourir. Allez. Ça, c'est la chose la plus mignonne. C'est la chose la plus mignonne de la journée, ça. Je meurs. Non, je meurs. Oh non. La réception de cette vidéo, elle n'est pas ludique et pleine d'amour. Bien au contraire. Les commentaires se multiplient et il y a des gens qui parlent de malaise. Il y a des internautes qui disent que c'est une attitude déplacée, un geste qu'on ne fait pas. Il y en a qui disent qu'ils ne comprennent pas l'intérêt de cette mise en scène. Et en fait, les mots, ils sont parfois assez durs, dit avec de l'émotion, mais ça traduit un seul sentiment dans tout ce que j'ai lu, c'est le sentiment de la gêne. En fait, il y a quand même quelques internautes qui voient une complicité père-fille et il y en a d'autres qui projettent genre comme si ça dérangeait en fait, comme si c'était vraiment inapproprié. Alors, je vais prendre un avis un peu tranchant là-dessus. Je comprends le sens où ça peut être gênant, malaisant et où on a des malheureusement sujets assez malheureux, des sujets qui sont qui sont très négatifs par rapport aux enfants. Je fais attention aux termes que je dis parce que l'algorithme YouTube fou. Mais ici, j'ai visualisé la vidéo, je vois rien à part un moment entre le père et la fille qui sont simplement en train de manger un spaghetti quoi, et qui font la belle et le clochard. Enfin, il y a rien de dangereux là-dedans. Après, peut-être le poster et le filmer, ça c'est une autre dimension, mais il n'y a rien de dangereux comparé à d'autres discours que j'ai déjà pu entendre sur les réseaux et tout ça, de papa envers leurs enfants et tout. Ici, moi je ne vois absolument rien de dangereux, donc vous m'exposerez votre pensée, surtout les parents, hein, parce qu'encore une fois, moi je suis très mal placé pour parler, mais voilà, moi je trouve qu'il n'y a rien du tout ici. Mais si on creuse un peu, et c'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça que je voulais en parler avec vous aujourd'hui, notamment par rapport à Paga, c'est que si on fouille un peu et si on prend du recul, c'est pour ça que j'ai fait le contexte, quand on voit dans quelle situation était Paga ces derniers mois, où on voit que apparemment il aurait aimé vouloir se rapprocher de filles plus jeunes que lui et tout, ben ce contexte il est assez fragile et c'est là où ça peut devenir assez compliqué et assez dangereux. En fait, chez un autre parent, ce serait peut-être passé inaperçu, mais pour Paga, en vue de tout ce qu'on a vu cet été et même après, il y a des gens qui se posent des questions et qui se disent « Ok, ça peut être malaisant et ça peut frôler le dangereux ». Je pense que Paga, il veut juste montrer que c'est un père qui est présent, aimant et investi, qu'après des semaines et des mois de violence, de commentaires haineux et tout, il veut montrer un peu d'amour, il veut partager un peu de positif, mais je pense qu'encore une fois, on ne peut pas tout partager sur les réseaux sociaux et qu'il faut faire attention à ce qu'on donne aux internautes. Franchement, j'ai hâte d'avoir votre avis. Moi, j'ai essayé de vous donner le mien tout en essayant de rester le plus objectif possible, hein, même si c'est compliqué de donner un avis et d'être objectif, mais je vous ai dit ce que j'en pensais et j'ai hâte de voir ce que vous en pensez. J'ai beaucoup creusé cette actu. On continue dans le relationnel et on parle de Vivian et de Cynthia.
Il y a des histoires qui ne se ferment jamais vraiment, même quand on croit avoir tourné la page. Et là, on parle de Cynthia et de Vivian. Leur histoire, elle ressemble à une relation courte, très intense, qui a été exposée très vite et on a eu une rupture tout aussi rapide qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. À la fin de l'actu, je vous spoilerai les derniers épisodes de La bataille de la malédiction de Lille. J'en dis pas plus ici, je parle des épisodes qui sont sortis en avance, donc je vous en parle à la fin de l'actu, comme ça si jamais je vous dirai si vous voulez passer à la prochaine. Au départ, l'histoire de Vivian et Cynthia semblait assez claire. Ils ont officialisé, ils ont projeté, ils ont parlé de sentiments forts et quelques semaines plus tard, bam, le néant, tout s'arrête. Et l'annonce de la rupture, elle laisse un goût étrange et mystérieux. Du côté de Cynthia, on a des mots lourds, elle parlait de trahison de tous les côtés, hein, et elle disait qu'elle ne voulait pas entrer dans les détails. Je cite, « Je me suis fait tromper dans tous les sens du terme ». C'était vague, mais ça en disait quand même beaucoup, c'est-à-dire qu'elle était quand même assez déçue. Et Vivian, de son côté, il a confirmé la séparation et il était resté silencieux sur les réseaux. Très vite, d'autres voix s'en mêlent, les blogueurs, notamment Aquababe, qui parlent de messages qui auraient été découverts dans le téléphone de Vivian, des échanges qui ont été jugés limite, et pas forcément une tromperie franche et physique, mais pour certains, et encore une fois, je pense que ça dépend de tout à chacun et ça dépend surtout de la nature des messages, des messages, ça peut effectivement constituer une tromperie parce que la tromperie, pour moi, n'est pas qu'un acte. Dans tous les cas, la confiance, elle était cassée, Cynthia n'avait plus confiance et quand on voit son passé, on peut la comprendre. Donc leur relation, elle a explosé et cette séparation, elle a été très marquante. La semaine dernière, dans Sur le vif, je vous ai dit que Cynthia voulait passer Noël avec lui dans sa famille et puis finalement, tout s'est annulé, donc elle s'est retrouvée seule. Elle l'avait dit dans un message, elle parlait de solitude, elle disait que sa maman est loin depuis des années, qu'elle a cru une fois de plus qu'elle allait être entourée et qu'elle allait retrouver une famille en fait et que ça n'a absolument pas été le cas. La réaction de la mère de Vivian a été trop mimi. Elle lui a écrit un mot tendre, plein d'affection. En fait, on voit que malgré la rupture, la mère de Vivian, elle lui envoie beaucoup d'amour. Je vous ai partagé ça la semaine dernière, je vous inviterai à aller voir. Et on voit que Cynthia, du coup, elle a vraiment laissé une marque et sa trace dans cette famille. Donc, pour moi, ça disait quelque chose déjà de l'attachement réel qu'il y avait entre tout le monde et ça pouvait effectivement réouvrir la porte, peut-être pas à une relation, mais au moins à un moment de retrouvailles, peut-être à un moment de soutien, parce que si Cynthia est mal et que la mère de Vivian le ressent, et du coup Vivian est aussi proche de sa mère, vous voyez ce que je veux dire, il était fortement possible qu'on ait quelque chose. Et quelque chose est arrivé. Quelques jours plus tard, une vidéo sort, une vidéo qui a été postée par Aquababe. On a Cynthia et Vivian aperçus ensemble au Calanque de Marseille et ils sont entourés d'amis. Il n'y a rien de spectaculaire, il n'y a pas de grands gestes, il n'y a pas de grandes déclarations, ils sont juste ensemble. Et ça suffit, les réseaux s'emballent, les questions se posent. Est-ce un retour de flamme? Est-ce qu'ils sont foutus de notre gueule? Est-ce que finalement ils ont toujours été ensemble? Ou alors est-ce qu'ils essayent juste de discuter et de recoller les morceaux? Ça fait du bruit et quand ça fait du bruit, Cynthia, elle répond. Donc elle prend la parole et sa réponse, elle est assez mystérieuse encore une fois. D'ailleurs, elle a parlé de remettre le couvercle, c'était très drôle. Elle confirme rien, elle ne nie rien, elle raconte simplement ce qu'elle a vécu, une rupture douloureuse avec des larmes et un chagrin, mais elle dit qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas et elle dit aussi que pour le moment, elle veut pas mettre de mots, elle n'a pas envie d'en parler plus que ça et qu'en gros, on verra par la suite, tu vois. Elle dit qu'ils se sont manqués, qu'ils avaient besoin de se voir, pas forcément pour se remettre ensemble, mais pour comprendre, pour ressentir des choses et certainement pour discuter. Cette zone grise-là, la zone où on sait rien, j'adore dire ça en ce moment, la zone grise, la zone floue et tout. Bref, cette zone grise, elle fait beaucoup de bruit parce que les gens, ils aiment pas ça. En fait, les internautes, ils aiment quand les choses sont claires. Est-ce que vous êtes ensemble? Est-ce que vous n'êtes pas ensemble? On veut pas de peut-être que oui, peut-être que non. On veut savoir. Et ça, je trouve que c'est un petit peu aussi le problème sur les réseaux sociaux, mais surtout quand ça parle d'amour. Quand ça parle d'amour, les internautes, en fait, ils sont très investis. Et c'est pas du tout péjoratif. Enfin, moi aussi, je suis investi, je ne le commente pas. Mais du coup, on aime savoir, tu vois. Du coup, vous vous remettez ensemble ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Dis-nous en plus. Et en fait, eux, ils essaient juste peut-être de reconstruire, de revivre leur histoire ou peut-être de la terminer pour toujours.
Et on est tous là en train de regarder avec nos boissons et nos pop-corn en mode bon, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est quelque chose qui fait quand même énormément parler. À partir de là, je spoil un peu, donc n'hésitez pas à passer à la dernière chronique du Top Actu si jamais vous ne voulez pas être spoil. Dans les derniers épisodes de La bataille la malédiction de Lille, on a vu que Vivian a été éliminé. Ça faisait si longtemps que j'avais pas dit ça. Et franchement, c'est une élimination qui m'a chamboulé parce que Cynthia, elle est en larmes. C'est fou de voir comme elle était attachée à lui sur l'île. Je pense qu'elle avait développé de réels sentiments. Ou alors, c'est la meilleure actrice de la télé-réalité. Mais moi, je pense qu'elle avait vraiment développé de réels sentiments et que les sentiments, ils se contrôlent pas, tu vois. Et que quand Vivian, il s'est fait éliminer, genre vraiment, elle l'a ressenti au plus profond de son cœur et ça lui a fait beaucoup, beaucoup de mal. Et franchement, ça m'a rendu super triste. Donc là, j'attends le prochain épisode au moment où je filme parce qu'ils en ont pas sorti pour le nouvel an. Donc normalement, je crois qu'il y en a un ce soir. Donc si jamais il y a d'autres choses, je vous mettrai une petite voix off, un petit mot à l'écran. Mais franchement, ça m'a fait super mal au cœur de voir ça. Si vous avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. Mais écrivez spoil au début de votre commentaire ou je sais pas, faites en sorte de pas trop spoil pour les gens qui n'ont pas vu parce qu'on parle quand même d'une élimination. Genre vous pouvez dire Cynthia m'a vraiment fait mal au cœur. Je sais pas, quelque chose. Je termine le Top Actu avec Kevin et Carla en froid. Depuis leur divorce en 2022, ça date, c'est pas pour me rajeunir, les trajectoires de Kevin et Carla se sont très éloignées, mais elles ne se sont jamais coupées. Et pour cause, on a Ruby au milieu. C'est leur fille, une fille qui est surexposée par Carla Moreau. La fille, elle est utilisée pour faire des placements de produits, elle est utilisée pour faire des contenus, elle est utilisée pour promouvoir des marques que j'ai même pas envie de citer. Ça, par contre, personnellement, ça me dérange, mais voilà. On rappelle quand même qu'on était sur un couple extrêmement exposé et que du coup, chacun de leurs mots et chacun de leurs faits et gestes était scruté par les internautes, par moi-même également, et on voulait toujours savoir les petits messages cachés et tout et tout. Du côté de Carla, elle a recentré toute sa com autour de Ruby. Et quand on dit recentrer, c'est recentrer. Comme j'ai dit, Ruby, elle est omniprésente, elle est mise en scène dans plein d'univers et plein de contenus, notamment leurs défaites, la décoration de Noël spectaculaire, bam, Ruby, les placements de produits, bam, Ruby, les voyages, bam, Ruby, Ruby est partout. J'espère qu'elle est consentante, même si je doute qu'elle comprenne ce qui se passe, et j'espère que l'argent généré ira également à elle. C'est tout ce que j'ai à dire. Et du coup, Kevin, il est souvent comparé parce que du coup, on compare tout le temps. Ça, c'est un truc, c'est humain, mais sur Internet, c'est pire. Et du coup, Kevin, il est toujours comparé. Carla, elle crée des moments XXL. Kevin, il en montre moins. Du coup, Kevin, c'est un mauvais père. Il offre pas tout ce que Carla offre. Du coup, ça veut dire la petite, elle se fait chier chez Kevin. Enfin, vraiment, j'ai lu des trucs parfois. J'étais là en mode, mais pourquoi est-ce que les gens disent ça? Surtout que si on se rappelle un petit peu, moi je me rappelle, j'en avais parlé, Kevin Gage, il était un petit peu en colère contre Carla parce que justement, elle surexposait Ruby et lui, il voulait moins la montrer. Et ça avait créé un froid entre les deux. Là, on a un update, mais ça avait vraiment créé un froid entre les deux. Mais ça rejoint juste le fait que Kevin, lui, il veut pas surexposer la petite, que Carla, elle veut surexposer la petite. Et du coup, c'est juste que ça se trouve, Kevin, il lui fait aussi des grosses surprises et tout, mais il garde ses moments pour lui, pour ses souvenirs, pour sa vie, et non pas pour en faire des contenus ou des collaborations Shein. Kevin, il a également traversé une rupture récemment avec Chloé, on en a parlé, donc voilà. Carla, de son côté, elle a sorti son nouveau livre qui s'appelle L'Après. Tout le monde pensait avoir des révélations à l'intérieur, on n'a rien eu, du coup le livre, il n'a pas trop fait parler. Donc voilà, pour elle y parle de son divorce, elle règle pas ses comptes frontalement, tout le monde a tenté du drama, c'est plus un livre de développement personnel. En vrai, j'ai l'air un peu dédaigneux et je juge, mais je trouve que ce livre, il peut être grave utile pour plein de personnes, mais moi, dans mon contexte avec ce taf, je m'attendais à des révélations ou des trucs dans le genre, et ça n'a vraiment pas été le cas. Du coup, il y a beaucoup de gens qui étaient là en mode encore un livre pour rien. Mais on a la sortie de ce livre, on a toute leur relation qui est repassée au crible, et du coup, il y a une question qui se pose. Est-ce qu'il y a des tensions entre les deux? Est-ce que les deux s'entendent bien? Est-ce que les deux ne s'entendent plus? Est-ce qu'ils se voient? Est-ce que machin? Est-ce que bidule? Et Kevin, il a décidé de répondre pour la première fois. C'est vraiment la première fois où il répond, je rigole pas du tout. Genre, il répond jamais, il prend jamais la parole. Et là, je sais pas si c'était en story ou en live, mais il l'a fait et l'extrait a tourné partout. Du coup, on va en parler. Je crois que j'en ai parlé dans un live, si je dis pas de conneries. Il coupe court aux rumeurs, il dit que ça se passe très bien avec Carla, qu'il n'y a aucun problème, que l'entente est cordiale, notamment concernant la garde de Ruby. Il dit qu'il n'y a pas de haine, qu'il n'y a pas de méchanceté
Et c'est un discours qui surprend parce que tout le monde est habitué au fait qu'ils ne s'entendent pas, qu'ils ne s'aiment pas, qu'ils s'entendent pas peut-être pour Ruby, mais sinon ils s'entendent pas, tu vois. Il y a des gens aussi qui avaient dit que apparemment Kevin et Carla ne se voyaient pas dans le sens où Ruby était trimballée d'une maison à l'autre mais par une personne tierce, qu'ils se voyaient pas et vraiment qu'ils s'entendaient pas. Et au final, Kevin il dément tout ça, il dément tout ça. Et les internautes, ils ont commenté. Il y en a qui ironisent, qui rappellent le passé, les erreurs et les tromperies. Il y en a qui disent que Carla lui a jeté un sort. Si vous n'avez pas le contexte, franchement, tant mieux pour vous. Mais voilà, il y en a qui disent que Carla lui a jeté un sort, si vous voyez ce que je veux dire. Il y en a qui disent que si ça va mieux, c'est parce que les sentiments ne sont absolument plus là. Et encore une fois, je trouve que les gens projettent beaucoup de rumeurs. Mais après, ils ont le droit. Kevin, il prend la parole publiquement. Enfin, c'est normal que les gens ils commentent et que les gens ils exposent leurs théories. Sauf que il y a quand même ce truc où on voit qu'une relation terminée pourrait être paisible que s'il n'y a plus de sentiments. Moi, je pense qu'il n'y a effectivement plus aucun sentiment entre Carla et Kevin et que c'est ça qui a fait que les tensions se sont apaisées. Après, je ne suis pas dans leur relation et tant mieux. Je ne suis pas dans leur vie de famille. Tout ce que je vois, c'est Carla qui surexpose Ruby, Kevin qui ne veut pas. Donc, est-ce qu'il y a vraiment aucune tension? Je ne sais pas. Imaginez, c'est faux, mais imaginez Carla, elle donne un chèque à Kevin à chaque fois qu'il y a une collab avec Ruby. Comme ça, elle peut continuer de l'exposer. Parce que lui, il voulait pas lancer un procès ou je sais pas quoi pour que justement la petite ne soit pas sur les réseaux, je sais plus. Dans tous les cas, moi, tout ce que je vois dans les commentaires et dans toutes les rumeurs que j'ai vu passer, c'est que les internautes, ils attendent qu'une chose, c'est le sang. Ils attendent les déchirements sur les réseaux sociaux. Ils attendent que Kevin et Carla se déchirent publiquement, encore une fois, pour avoir un round number 4. Mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut arrêter. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut essayer de voir un petit peu le positif quand il y en a. Et là, j'ai quand même l'impression qu'il y en a, donc on va leur laisser. Et il y a des gens, ils me disaient ouais, Carla, pas Carla, ça va pas ça va pas. Et en fait, j'ai vu, il y a des gens qui m'ont envoyé des articles sur le fait qu'apparemment, Cyril, j'étais pas content de la garde, pas de la garde. Alors je vous dis la vérité, ça se passe très bien. La séparation, ça me séparait depuis longtemps. Je pense que voilà, tous les deux, il n'y a plus de problème. On n'a plus de problème, ça se passe très bien, on se parle. Il y a des gens qui me disent oui, apparemment tu l'as fait déposer par quelqu'un pour pas la voir et elle pareil. Non, on se la dépose, elle et moi, normal, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a aucune haine, il n'y a aucun truc. Je vois des gens qui comparent avec d'autres couples, lui il fait ci, l'autre il fait ça. En fait, ça sert à rien de comparer, je pense que chacun vit sa vie comme il l'entend. Nous, l'entente est très cordiale, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Vous me donnerez votre avis dans l'espace commentaire. Voilà tout le monde pour le top actu. On va passer à mon avis sûr. Mon avis sûr parle de Marwa Meraska. J'avais envie de vous faire un avis sûr sur une personne. Ça fait longtemps que je l'ai... Enfin, ça fait longtemps. Je crois que la semaine dernière ou la semaine d'avant, c'était mon avis sur Bastos. Là, ça va être mon avis sur Marwa. Je vais vous parler de Marwa sans filtre. Je vais vous dire ce que je pense d'elle, ce que je pense de ses actus récentes. Pas forcément Rim, Vincent et tout, juste ce que je pense d'elle. Et voilà, on va en discuter ensemble dans les commentaires et j'ai hâte d'avoir votre avis. Donc c'est parti, jingle, mon avis sûr. Pour mon avis sûr concernant Marwa aujourd'hui, je vais revenir sur des petites choses qu'il y a eu, des petites polémiques qu'il y a eu et également tout simplement des petits passages. Mais je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, Rim, Vincent et tout. J'ai juste envie de vous donner un petit avis sur Marwa. Marwa, c'est quelqu'un qui a beaucoup été apprécié, puis détesté, puis maintenant elle saoule tout le monde avec ses polémiques et tout. Il y a des gens, ils la soutiennent notamment avec les révélations qu'elle a faites. Il y en a d'autres qui ne veulent pas la soutenir. En vrai, c'est chacun son avis dessus, tu vois, comme moi, je vais le donner ici. Moi, Marwa, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Genre vraiment, je crois que je suis littéralement tombé amoureux de son personnage télé dans The Power, saison 1. Elle était incroyable, j'avais adoré son jeu. Et pour moi, elle s'est éteinte avec la relation avec Vincent Queijo. Et là, elle essaye un petit peu de retrouver sa lumière, sauf qu'on a vu trop de choses négatives et que du coup, de mon côté, genre quand je regarde son contenu et quand je la suis sur les réseaux, quand je regarde son contenu et quand je regarde ce qu'elle fait, genre il y a une partie de moi à chaque fois qui me dit il y a un truc fake, il y a un truc faux, il y a un truc qui va pas, il y a un truc genre c'est pas possible. Et je trouve que c'est super triste parce qu'on pourrait simplement regarder le contenu de manière authentique, mais c'est pas du tout ce qu'on fait. Nous, on est en mode analyse. Est-ce qu'elle dit quelque chose de vrai? Est-ce qu'elle dit quelque chose de faux? Est-ce qu'elle nous fait une story genre un peu à esthétique bling bling pour par derrière nous faire un placement de produit, une collaboration? En vrai, c'est des trucs que moi je me pose comme question. D'ailleurs, je sais pas si vous le savez, mais la marque de collier, la Named, il me semble que c'est à elle et c'est assez malin de ne
ne pas vouloir se coller directement sur la marque pour mieux vendre et faire genre c'est des collabs. Mais voilà. Après, j'avoue, moi je trouve qu'avec toutes les histoires récentes qu'il y a eu, Marwa, elle essaye, je pense, de retrouver un peu sa lumière. Je pense qu'elle essaye un petit peu de pas se donner le bon rôle, mais de se reconnecter avec sa commu après avoir passé littéralement 2 années dans l'ombre de sa relation avec Marwa, Marwa et Marwa. Avec Rim, avec Vincent et tout ça, je pense qu'elle essaye de se reconnecter à elle-même et aux moments simples sur les réseaux sociaux. Et depuis qu'elle est à Dubaï, je trouve qu'elle essaye d'avoir une meilleure, comment dire, un meilleur partage en fait et une meilleure DA, je sais pas comment dire. Mais encore une fois, pour moi, il y a ce truc de c'est fake. Il y a un truc fake qui ressort, surtout depuis Dubaï justement. Et j'espère sincèrement que ça va passer avec le temps. Et j'espère sincèrement qu'on pourra retrouver un peu d'authenticité. Donc écoutez, j'ai envie de vous dire qu'on verra bien. Dernier petit point que je voulais aborder avec Marwa, son petit chien, je le trouve trop mignon. Elle s'appelle Daisy, elle nous l'a partagé sur les réseaux sociaux et j'ai trouvé une petite vidéo où elle la présente justement. Et je crois qu'elle a attendu avant de la présenter, elle dit qu'il y avait eu des petits problèmes perso. Alors je sais pas si c'est par rapport au chien ou je sais pas si c'est par rapport du coup à tout ce qui s'est passé avec Rim, Vincent et tout ça. D'ailleurs j'ai vu des gens qui disent que justement elle veut mettre en scène le chien pour montrer qu'elle sait s'occuper d'un chien, elle, contrairement à d'autres. Donc je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est faux. En vrai, juste je sais pas. Tout ce que je vois, c'est quelqu'un qui essaye de partager du coup des moments avec son animal, qui essaye de nous partager des moments de vie et tout ça. Mais si je dois vous donner mon avis sur Marwa Meraska, je pense que c'est quelqu'un qui a été éteint. Genre vraiment, je pense qu'elle a été éteinte par toutes les polémiques, par tout ce qu'il y a eu, etc. Je pense pas que c'est quelqu'un qui a un mauvais fond. Je pense que c'est quelqu'un qui s'exprime de manière très dure et que du coup, on voit genre beaucoup de méchanceté et de colère dans ce qu'elle dit. Après, ça pareil, il y a des gens qui disent oui, mais vu ce qu'elle a vécu, genre c'est normal qu'elle soit en colère quand on lui parle de ça, surtout qu'elle s'entend pas avec Bastos. Je parle notamment de lui parce que je parle de l'appel qu'on a entendu récemment. Il y en a qui disent que c'est extrêmement fake, tout ce qu'elle essaye de montrer sur les réseaux. Moi, je peux pas me permettre de me prononcer sur tout ça. Les seules choses que je peux dire, c'est mon avis. Et je trouve que c'est quelqu'un qui a été éteint, qui essaye de se reconstruire et une image et également certainement une vie. Donc, je lui souhaite que du bonheur, hein, je souhaite que du bonheur à tout le monde en soi et j'espère que elle arrivera à trouver un petit peu de bonheur quoi. Bref, je vous laisse regarder sa présentation avec Daisy. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon début de semaine, que vous passez des bonnes vacances, que vous avez passé un bon week-end. Ça y est, enfin, ça y est, comme vous avez pu le voir, je vous ai montré Daisy, un Daisy. Donc c'est plus cool parce que du coup je vais pouvoir faire plein de petites vidéos avec elle, vous la montrer, etc. Pour ceux et celles qui n'ont pas compris, je vous explique aussi pourquoi je ne l'ai pas montré. En fait, moi j'ai pris Daisy, elle avait 2 mois. Donc elle n'était pas sevrée, j'étais pas du tout pour, attention. Mais l'élevage où je l'ai récupérée, ils m'ont dit que c'était comme ça ici, etc. Donc c'était un peu galère, j'avais encore plein de vaccins à lui faire et j'avais trop peur. J'avais trop peur qu'il lui arrive un truc, surtout que le dernier vaccin c'est un vaccin qui est quand même assez fort. Donc j'avais peur, donc j'ai juste voulu la préserver. Il y en a qui disent que j'abuse, il y en a qui comprennent. Donc vous avez le droit de faire votre opinion sur ça, il n'y a pas de problème, ça me fait pas... Enfin, c'est pas méchant, mais ça me fait une belle jambe. Le plus important pour moi, c'était de prendre soin de ma Daisy d'amour. Ça y est, maintenant, elle peut sortir. Elle va dans des parcs, on va voir d'autres chiens. Je lui apprends à être propre, elle n'est pas encore propre. Vous me donnerez votre avis, vous, sur Marwa Meraska. Alors, s'il vous plaît, si vous avez des choses négatives à dire, encore une fois, vous pouvez les dire, il n'y a pas de problème, mais venez, on reste dans le respect, quoi. Genre, moi, je m'en fous des gens qui disent des trucs négatifs. Au contraire, je trouve que ça permet d'ouvrir des débats. Même parfois, vous dites des trucs négatifs sur moi dans mes commentaires. Le temps qu'il n'y a pas d'insultes et que c'est pas genre de la méchanceté, je réponds et j'essaie de comprendre même pourquoi des fois est-ce qu'on me reproche des choses que moi j'ai pas vues et tout, puis ça me permet d'avancer. Genre vraiment, le négatif, ça peut être aussi positif à la longue et c'est vraiment quelque chose que j'essaie de mettre en avant. Du coup, si vous avez des trucs négatifs à dire sur Marwa, dites-les, mais ne soyez pas en mode genre dans les insultes quoi. C'est vraiment tout ce que je demande. En tous les cas, c'était mon avis sur Marwa Meraska et je pense que j'ai été assez objectif. J'ai essayé du moins. Voilà tout le monde pour mon avis sur aujourd'hui. Qui dit mon avis sur dit la moitié de l'émission. Je vais vous donner le premier emoji de la semaine, mais avant ça, si vous l'avez pas fait, n'oubliez pas de liker l'émission. Ça aide tellement à la faire découvrir. Vous pouvez utiliser vos points boost aussi si vous êtes sur téléphone et que vous l'avez pas fait cette semaine. Abonnez-vous à la chaîne
si c'est pas encore fait et surtout n'oubliez pas de partager l'émission sur vos réseaux, ça me permet d'être découvert par de nouvelles personnes qui rejoindront la Cop Cop Family. Pour le premier emoji de la semaine, je vous laisse mettre un petit nounours en peluche dans l'espace commentaire et je vous invite à chercher le nounours en peluche et pas me mettre l'ours animal, je veux la peluche. Si jamais vous ne trouvez pas cet émoticône, écrivez nounours dans l'espace commentaire, ça me permet de vous retrouver, de liker votre petit commentaire et de vous mettre des petits cœurs si vous n'avez mis que ça. Si vous avez mis un commentaire plus long et plus détaillé, évidemment je le lirai et j'y répondrai en conséquence. On va se retrouver tout de suite pour Sur le vif et ensuite on continue Cœur Actu International, le gros dossier, c'est tout de suite sur Mix the Tea. Trois actualités sur le vif pour cette édition de Mix the Tea. J'espère que vous allez kiffer. On parle d'amour, on parle de fin d'année et on parle également d'une grossesse. Nous commençons avec Jessica Tivna. Jessica Tivna qui a posté son recap 2025, un recap plein d'émotions. C'est vraiment une vidéo qui m'a pour le coup fait ressentir pas mal de choses. Que ce soit positif ou négatif, l'année de Jessica a été bien remplie. On arrive sur un renouveau pour cette nouvelle année, elle passe par un divorce très compliqué, mais surtout, elle a enfin signé les papiers. En effet, vous le verrez en regardant la vidéo et non pas seulement en l'écoutant, à la fin de celle-ci, nous voyons Jessica posée à une table en train de signer un papier côte-côte d'une signature qui a déjà été effectuée. On se rend donc compte qu'elle a signé les papiers du divorce, qu'elle se libère de cette relation terminée pour aller de l'avant. Je lui souhaite une magnifique année 2026. Je pense que ça va être l'année de la renaissance pour Jessica. Et croyez-moi, on a beaucoup de choses à voir qui vont arriver. 2025 a commencé dans le bonheur. J'ai ri, aimé, partagé des moments en famille avec Thibaut et nos enfants. C'était mon monde, mon équilibre, ma maison. Avec Thibaut, on formait une équipe, un duo, un pilier. Et avec Mylon et Liwen, on était complets. Nos moments n'étaient pas parfaits, mais ils étaient nous. Ce rêve de famille, mon plus grand accomplissement, ma plus belle histoire, mon endroit le plus sûr dans ce monde. Et puis la vie a changé, sans me prévenir, brutalement. 2025 est devenue l'année la plus difficile de ma vie. Celle qui m'a brisée, secouée, fait perdre mes repères, fait tout porter seul dans l'instant. La douleur, l'injustice, les mots durs, le manque de respect, ce qui marque plus qu'un coup. Au milieu de tout ça, j'ai eu la chance d'avoir de vrais amis pour me relever dans la période la plus difficile de ma vie, qui m'ont tendu la main quand je n'avais plus de force, qui m'ont rappelé qui j'étais quand j'avais oublié. Je me suis relevée, vraiment, plus fort, plus libre, plus vrai, plus alignée. J'ai transformé mes fêlures en lumière, mes nuits en force, ma solitude en puissance, et surtout, je n'ai jamais lâché la main de mes enfants. On a ri, voyagé, aimer la vie encore plus fort. La chute d'un ancien monde, le début d'une nouvelle ère. Une ère où je n'ai plus mal pour le passé, où j'avance sans me retourner, où je me choisis enfin. 2025, tu m'as tout pris, mais tu m'as rendu en force. Une page se ferme, une ère recommence. Alors merci 2025, ça a été dur, mais je me suis relevée. À nous 2026, je suis prête, le meilleur reste à venir. On continue avec Ilona qui officialise son couple. En effet, une vidéo a été postée sur les réseaux sociaux après lui avoir volé cette news, après avoir été postée par des blogueurs. Ilona en parle elle-même. Elle officialise elle-même son couple avec une vidéo à la patinoire, une vidéo qui se veut romantique, magnifique, drôle et belle. Et franchement, pareil, je lui envoie tout le bonheur du monde et j'espère sincèrement que cette relation tiendra dans le temps. Ilona, après avoir traversé énormément de relations compliquées, mérite également, comme tout le monde, son petit morceau de bonheur et peut-être que cet homme pourra lui apporter. Et je répète, arrêtez de le comparer à Paul André. Nous parlons également de Nicolas Ledzina et de Stéphanie Clairbois. Je pense que vous n'avez pas raté cette news, ils attendent un bébé. Après avoir subi une fausse couche au mois de mars 2025, Nicolas et Stéphanie ont annoncé le 31 décembre 2025 l'arrivée potentielle d'un enfant d'ici 6 mois. En effet, Stéphanie est enceinte maintenant depuis 3 mois et donc elle a posté ce carrousel que vous voyez défiler à l'écran. Mais si vous voulez plus d'informations et surtout les réactions acerbes, voire limite dégradantes des internautes, je vous renvoie directement à la vidéo qui est sortie le vendredi 2 janvier sur ma chaîne YouTube.
Stéphanie et Nicolas se sont exprimés respectivement sur leurs réseaux sociaux. Stéphanie a dit, je cite, « Merci à tous du fond du cœur pour vos messages de félicitations et de bienveillance. Nous avons vraiment une communauté aimante. C'est tellement touchant de voir autant d'amour partagé. Je reviens vers vous très vite. Je me réjouis de pouvoir partager avec vous toutes ces choses concernant ma grossesse. » Et Nicolas a également écrit à son tour, je cite, « Juste magnifique sur un petit nuage depuis maintenant 4 mois. Merci à tous pour vos messages qui me vont droit au cœur. Et le reste, bah écoutez, vous ne faites plus partie de ma vie. Le bon emmène toujours le bon. Merci Dieu pour ce cadeau du ciel. » Comme je suis sympa, sur le vif bonus, il y a une rumeur qui court. Le retour des Marseillais pourrait bel et bien voir le jour. Après le retour des anges annoncé par TFX pour le courant 2026, nous avons une story de France TMZ qui dit, je cite, « À prendre avec des pincettes, il se murmure qu'un retour des Marseillais pourrait avoir lieu en 2026, avec les anciens bien évidemment. La production de Banijay y réfléchit actuellement, mais rien de concret ni de signé. En tout cas, il serait bien temps. » Évidemment, beaucoup de personnes y croient, moi le premier, j'ai d'ailleurs commenté ce post en mettant « Tu m'étonnes, ils sont tous célibataires, MDRRRRRRR », ce à quoi je me suis auto-répondu « Pardon, c'était facile et je suis en tempête émotionnelle. » Comme je vous l'ai dit dans la mise au point, ouin ouin, ça va pas fort. Tout ça pour dire qu'un retour des Marseillais pourrait bel et bien voir le jour, j'ai hâte d'avoir votre avis. C'était tout pour Sur le Vif, on va pouvoir passer à la suite de l'émission. C'est parti, jingle. Laissez-moi boire un coup parce que le cœur actu cette semaine il est un peu dur, hein. Franchement il est un peu dur, il part un peu dans tous les sens. C'est le cœur actu ou c'est le cervactu? Je commence le cœur actu avec l'île de la Tentación, le retour. Il faut savoir que je n'ai jamais regardé une saison complète de l'île de la Tentation et cette année, tout comme les skieurs là, je vais essayer de tout regarder pour vraiment être à jour sur tout. Cette année, là je me suis dit, 2026, Rudy, tu regardes toutes les téléréalités que tu aimes ou pas, au pire je joue pendant et j'écoute, je m'en fous, mais je regarde tout, je veux vraiment vous apporter comme ce que je fais. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire, oh non je suis trop désolé, je voulais le dire dans la mise au point, je vous remercie tellement du fond du cœur. Pour tous les commentaires sous le MTT de la semaine dernière et celui de la semaine d'avant qui me remercie d'avoir mis moins d'actu, d'avoir beaucoup plus creusé, d'être beaucoup plus dans l'analyse, d'être beaucoup plus dans mon avis, si même parfois il va pas dans le sens de tout le monde. J'ai totalement oublié de vous le dire dans la mise au point, je suis vraiment désolé. Bah, du coup, les personnes qui écouteront le cœur actu entendront ça, les autres non. Et je vous remercie vraiment du fond du cœur pour tous les messages de motivation qu'il y a eu sous les 2 derniers MTT par rapport au fait que ça a été réécrit comme à l'ancienne, mais un peu mieux. C'est vrai qu'au tout début de l'émission, en fait, je vous mettais à peu près le même nombre d'actualités. Ça dépassait jamais une vingtaine et juste j'en discutais beaucoup plus parce que j'avais un peu moins peur de donner mon avis plutôt qu'aujourd'hui parce qu'on était beaucoup moins nombreux. Et du coup, j'ai essayé de retrouver ça, mais tout en gardant le côté assez professionnel et assez analytique que j'aime apporter. Et du coup, c'est vraiment le mix parfait et vous avez été tellement nombreux à le souligner la semaine dernière surtout, ça m'a vraiment beaucoup trop touché et voilà, je vous remercie. C'était le moment émotion, je vais pleurer, j'aimerais remercier ma famille. Non, c'est bon, pas de discours. Mais bon, tout ça pour dire que cette année, je m'engage à regarder toutes les téléréalités pour vous apporter le plus d'infos possible dans les MTT. Et donc, l'île de la Tentación revient pour une nouvelle édition de 2026 et on va en parler. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. On en a déjà parlé avec les rumeurs, la chaîne a confirmé le retour du programme porté avec des grandes audiences l'année dernière, hein. Apparemment, il y a des big audiences entre les 25 et 49 ans et le replay fonctionne très bien. Donc l'île de la Tentation après sa big pause est revenue en force et ça serait toujours une valeur sûre pour W9. C'est un programme qui intrigue, qui dérange mais qui rassemble. Et l'année dernière j'avais essayé de regarder mais je m'étais endormi pendant le premier épisode et franchement les épisodes sont tellement longs que je me suis dit la flemme. Donc là je ferai en sorte de ne pas regarder ça au moment de dormir. Aux commandes on retrouve Delphine Vespizer, elle est encore une fois à la tête du programme et elle avait partagé les premières images du tournage, on en avait parlé il y a quelques semaines je crois. L'île c'est devenu un lieu symbolique notamment avec le fameux feu de la vérité, parce que c'est là où on a toutes les émotions. Le thème est annoncé sur les réseaux sociaux, résistez si vous le pouvez. Pendant 16 jours, on a 5 couples qui vont être séparés. Aucun contact, chacun plongé dans une villa entourée de 10 tentateurs et tentatrices, et jusque-là on connaît la mécanique. Mais
Apparemment, cette saison promet un vrai changement parce qu'on a des nouveautés avec la mise en scène. Pour la première fois, un écran sera installé directement sur la plage. Ça permettra aux candidats de voir en direct ce qui se passe sur l'autre île. Il n'y a plus de montage différé, il n'y a plus de temporalité floutée, on a des images qui vont être brutes pour eux, sans filtre émotionnel. Ça va faire un carnage. L'émission, elle va plus jouer seulement sur le côté tentation, mais aussi sur la réaction instantanée. On verra la jalousie en temps réel, on verra les interprétations à chaud, on verra les blessures qui n'ont même plus le temps de se poser avant de s'exprimer. Et ils vont vraiment jouer sur ça cette année pour, encore une fois, faire le plus de bruit que possible. Le casting, on a des couples solides sur le papier, mais traversés par des failles comme peur de l'abandon, jalousie maladive, infidélité, lassitude du quotidien. En fait, l'émission, ils ne veulent plus simplement tester la fidélité, ils veulent aussi des profils qui vont faire réagir et qui vont faire parler, mais ça c'est propre à la télé-réalité, je suis désolé, hein. Mais pour moi la télé-réalité c'est vraiment prendre des gens qui ont des problèmes, les mettre dans des situations pour créer de l'image. Et vous savez ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est que tous les psychologues là, de télé qui sont censés être là pour voir si on est apte ou pas à faire des programmes, donc là on le dit très clairement, on a des gens qui ont une peur de l'abandon, une jalousie qui peut être maladive, une lassitude du quotidien, ça va. Mais les deux autres termes, ça peut être très compliqué en télé-réalité et pourtant on va les inviter. Cette saison 2026 s'annonce plus immersive et plus intense, mais également plus déstabilisante. On verra bien ce que ça va donner, mais cette année je vais tout regarder. Dites-moi si vous avez déjà regardé ce programme et ce que vous en pensez. Je sais qu'il y en a beaucoup que oui, mais du coup j'aimerais savoir dans les commentaires, petit sondage, hein, dites-moi si vous avez déjà regardé l'île de la Tentation. Mila Jasmine, sans filtre, c'est une petite polémique quand même qui a vu le jour cette semaine. J'avais très envie d'en parler avec vous, donc c'est ce qu'on va faire ici. On a une séquence qui a tourné autour de Mila Jasmine qui est devenue super intéressante pour plein de sujets. En gros, c'est une séquence qui a été filmée par son chirurgien avant qu'elle refasse sa chirurgie du visage. Ça, on en a parlé également. En gros, elle a mis de la peau de ses genoux, je sais pas quoi, dans ses pommettes. Elle a un petit peu tiré ses yeux. Elle a enlevé tout son cou qui pendouillait là parce que ça la complexait. Moi, je la trouvais très belle et vous allez le voir d'ailleurs sur la vidéo. Moi personnellement, je la trouvais très belle. Je la trouve toujours très belle. Mais dans cette vidéo particulièrement, sans filtre et sans make-up, je la trouve très belle. À première vue, cette actu, on pourrait se dire qu'on est face à une polémique de plus autour de la chirurgie esthétique. Sauf qu'il y a quelque chose qui accroche. Parce que c'est pas Mila qui parle, c'est pas Mila qui se montre, c'est son chirurgien qui publie des photos d'elle avant l'opération et ça remet brutalement son visage réel au centre des débats. Avant d'aller plus loin, vous allez l'entendre avec Mila, je précise qu'elle a évidemment donné son autorisation pour être filmée et pour être publiée, il n'y a rien de volé ou d'illégal là-dedans. Et d'ailleurs, elle le précise aussi, ce n'est pas une pub, genre vraiment elle en a parlé parce que tout le monde en a parlé, mais sinon elle en aurait pas parlé, genre la vidéo serait restée sur le compte de son chirurgien quoi. Mila Jasmine, elle a jamais caché son rapport à la chirurgie, à part avec la pizza de ses fesses, mais ça elle en a parlé aussi, vous allez le voir. Donc aujourd'hui elle en parle librement, elle assume et elle revendique une certaine honnêteté là-dessus en faisant un peu de prévention. Ça m'a d'ailleurs surpris et j'étais ravi de l'entendre. Donc, récemment, après une perte de poids importante, elle dit qu'elle a eu du mal à accepter les changements sur son visage. Elle disait qu'elle aimait son corps, mais qu'elle n'aimait plus son reflet. Et début décembre, elle a passé quelques jours off et elle revient et elle dit qu'elle a subi, du coup non, elle a accepté, elle a fait une opération lourde pour se sentir mieux et pour corriger. 5 heures d'intervention, un lipofilling, de la graisse prélevée pour redonner du volume à son visage. Elle ne vend pas ça comme une fontaine de jouvence, mais comme quelque chose qui l'a aidé. Elle fera un peu de prévention, mais j'en fais également. Mila Jasmine n'est pas un exemple. La chirurgie esthétique n'est pas une solution au problème de vieillesse. On ne devient pas des vampires. Donc voilà, si jamais vous voulez modifier quelque chose sur votre corps ou sur votre visage, vous avez le droit, mais s'il vous plaît, soyez renseignés, ça peut être irréversible, le risque zéro n'existe pas, voyez plusieurs médecins, voilà. Rappelez-vous, quand elle montrait le résultat, elle était assez posée, elle disait qu'elle voulait pas courir après le temps, qu'elle accepte de changer et de vieillir, ce qui la dérangeait, c'était juste cette transformation liée à sa perte de poids. C'est ce qu'elle dit, hein. Libre à vous de la croire ou non, moi j'avoue que je pense qu'il y a quand même aussi le côté vieillesse, mais voilà. Et puis arrive cette vidéo, celle du chirurgien, des images filmées avant l'opération, en très gros plan sans lumière, on voit la peau, les traits, les marques, les imperfections, tout ce qui est habituellement lissé, filtré, fontainé, anti-cerné se retrouve sur les réseaux. Et là, on n'a pas une démarche intime racontée de Mila elle-même, on a une exposition par une tierce personne. Et c'est super intéressant déjà parce qu'elle a accepté de le faire et je pense que beaucoup dans ce milieu, pas beaucoup entre nous, mais beaucoup dans le milieu de l'influence n'auraient pas accepté ça. Et surtout, on découvre
la vérité. Et je dis pas ça en mode péjoratif, mais on découvre ce que les filtres cachent. On découvre ce que le fond de teint cache également. Tout comme moi, là, j'ai une full face et j'ai pas du tout la même tête une fois que mon full face sera parti. Full face, c'est du make-up. Il n'y a pas de filtre lissant sur cette caméra. Et moi, personnellement, quand j'ai vu cette vidéo, bon, ok, la peau de son cou et tout ça, si vous voulez, moi, je m'en fous. Enfin, je vois juste une femme, en fait, qui a plus de 30 ans et qui est maman, tu vois. Et je la trouve très belle. Je vous laisse regarder. Le fait que j'ai perdu du poids, forcément j'ai eu un relâchement cutané, donc au niveau de la peau, mais aussi les joues extrêmement creuses, pareil au niveau de l'élasticité de mon cou, ouvrir mon regard et éviter d'avoir ce côté tombant, pesant. Les réactions avec cette vidéo ont été d'une violence, notamment sur X. Les commentaires se déchaînent. On parle plus de complexité de chirurgie, on parle de son âge. Il y a des gens qui disent « Ah, mais en fait, elle a 60 ans ». On parle de mensonges, de filtres, de tromperies et de trahison. Il y en a qui vont jusqu'à remettre en cause son identité publique entière, comme si la vidéo venait prouver qu'en fait, Mila mentait sur tout. Alors, je suis désolé, moi, je ne trouve pas qu'elle ment, parce que tu reconnais les deux personnes. C'est juste qu'effectivement, sur les réseaux, elle est filtrée. Mais comme toutes les candidates, et je dis pas ça pour défendre Mila, juste je trouve que les gens vont trop loin. Genre vraiment, on la reconnaît, faut arrêter. Juste oui, elle a sa peau texturée, elle a aucune lumière, genre elle est vraiment pas mise en valeur. C'est vraiment un gros plan sur sa tête. Point barre. Cette polémique, elle en dit aussi beaucoup par rapport au rapport qu'on peut avoir aux influx. Il y en a beaucoup qui les accusent d'être irréels, trop retouchés et trop lisses. Sauf que ici, par exemple, dès qu'un fragment de réalité apparaît, on refoule la personne dans la polémique et on lui fait comprendre qu'elle est laide et qu'elle est moche. Du coup, la personne, si elle n'a pas les épaules solides, elle se sent mal et elle remet des filtres, elle remet ceci, elle remet cela. Et voilà, en fait, c'est vraiment un cercle vicieux. C'est un gros cercle vicieux. Ça fait déjà un moment que je parle de ça, donc je vais simplement vous laisser écouter la réponse de Mila Jasmine. Moi, je trouve qu'elle a eu beaucoup de courage d'accepter cette exposition parce que sachant qu'elle est déjà H24 critiquée sur son physique et sur qui elle est physiquement, là, avec cette exposition, elle allait s'en prendre 6 fois plus. Je la trouve très courageuse. Donc voilà, bravo Mila pour ce courage. Après, pour tout ce qui est chirurgie et tout ça, prévention a été faite et franchement, moi je suis assez contre chirurgie et injection, mais bon, on verra bien en vieillissant, qui sait. Je m'absente 10 minutes sur TikTok et qu'est-ce que je vois partout? Ma tête avant ma chirurgie qui traîne. La fameuse vidéo que j'ai faite avant ma chirurgie. Là, je suis énervée là. Je tape sur le poing. Je tape du poing sur la table. Bref, il faut qu'on discute. Il faut qu'on fasse une vidéo. Il faut qu'on mette les choses au clair là parce que ça va pas du tout. Mais vous pensez sincèrement que j'ai été filmée à mon insu? Que le chirurgien donc m'aurait filmé à mon insu et aurait partagé cette vidéo sans mon autorisation? C'est illégal de faire ça. J'ai donné mon accord. J'ai accepté de me faire filmer. Parce que j'assume cette chirurgie, je l'ai assumée. Rappelez-vous, j'ai fait une vidéo, ça faisait à peine 2 semaines, j'avais mon œil qui était là, ma tête qui était comme ça et tout. Et j'ai fait une vidéo pour vous dire, les filles, j'ai fait ça. C'est pas parce que j'ai pas assumé la pizza là en 2015 que j'assume pas mes chirurgies. Les filles, je suis très très heureuse du résultat. En même temps, il n'y a qu'à voir la vidéo avant. Non mais franchement, la vérité, je préfère en rire. Mais après, regardez, si vous êtes juste. Moi, si j'ai fait cette intervention à la base, c'est parce que je ne me reconnaissais plus. On va parler français. Je suis passée de 74 kilos. Je le dis, hein, je suis passée de 74 kilos à 54 kilos. Je ne suis pas passée de 120 à 100. J'ai eu un énorme relâchement cutané. Après, il y a aussi la génétique qui fait que, bref, l'âge, ce que vous voulez. Enfin, bref, la malchance, je ne sais pas moi. Mais bon, bref. Moi, j'ai fait cette intervention pour me retrouver. J'ai pas dit au chirurgien, change-moi, fais-moi des yeux comme ça, des pommettes comme ça. Non, là, si vous êtes un minimum honnête, quand vous voyez la vidéo de mon chirurgien, c'est-à-dire la vidéo d'avant la chirurgie, vous ne me reconnaissez pas. Vous-même, vous avez du mal à croire que c'était moi. Ah, mais regarde, vous voulez envoyer à tout le monde. Ah, regarde, il a... Vous-même, vous ne me reconnaissez pas. Là, prenez cette vidéo-là de maintenant. Là. D'ailleurs, je suis redevenue brune, si vous avez vu. Prenez cette vidéo-là, montrez-la à vos proches. En tout cas, ceux qui me connaissent. Hein. Immédiatement, on me reconnaît. Ah, c'est Mila. Ah, cette vidéo, elle date de 2018. Ah, est-ce que cette vidéo, elle est récente? Là, quand vous me voyez, vous me reconnaissez. Le jeudi 1er janvier, je vous ai posté une vidéo sur Victoria Meo parce que Victoria Meo est assez problématique en ce moment. J'aime pas ce terme, mais pourtant là, il est vraiment... faut l'utiliser. Donc, je vous inviterai à aller voir ma vidéo, mais en gros, ce que je vous ai dit à l'intérieur, c'est
tout ce qui concerne les podcasts qu'elle a fait ou dans lesquels elle a été invitée. Elle a parlé d'une IVG qui a fait beaucoup scandale et je peux le comprendre. On voit aussi une banalisation de l'infidélité, on voit une banalisation de la tromperie. Il y a eu beaucoup de sujets très dérangeants dans les épisodes de podcast récents et c'est pour ça que j'en ai fait une vidéo qui est du coup sortie le jeudi 1er janvier si elle vous intéresse. Mais il y a autre chose qui a fait parler. Il y a une vidéo qui a été postée par Aquababe. On voit Victoria au marché de Noël des Tuileries à Paris aux côtés d'un homme que personne ne reconnaît. C'est une scène qui est presque anodine, une promenade dans un lieu public, festif et très fréquenté avec cette période, mais les images circulent et la rumeur s'emballe. Victoria a-t-elle retrouvé quelqu'un ? Victoria n'a plus été aperçue publiquement avec un homme depuis la rupture avec le père de son fils. Depuis, elle a affiché une volonté de discrétion. Elle parle surtout de maternité, d'équilibre personnel, de reconstruction. Elle dit qu'elle a besoin de se préserver et de ne plus tout exposer. Donc, cette apparition qui a été volée, filmée, envoyée, postée, elle a créé un contraste avec ça. Et dans cet univers impitoyable de la télé-réalité et des rumeurs, tout le monde a rajouté son grain de sel. Moi, je vais rajouter ma fleur de sel. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont cette rumeur, elle s'est construite. Il n'y a rien de factuel. Il n'y a pas de geste explicite. Il n'y a aucun signe d'affection. Il n'y a rien. Il n'y a pas de main tenue. Il n'y a pas d'embrassade. Il n'y a pas de regard. Il n'y a rien. Mais chaque détail est disséqué. La distance entre eux, leur posture, leur attitude. En fait, on dirait que les internautes, le public, cherchent à combler un vide narratif. Si vous voyez pas ce que je veux dire par là, c'est que en voyant cette vidéo, tout le monde attend en fait le moment où on va avoir un moment d'affection, un moment de rapprochement. Et vu qu'il y en a pas, tout le monde dissèque chaque geste et chaque microseconde de cette vidéo volée pour justement essayer de combler ça en se disant « Ah regardez, là il l'a regardé, du coup ça veut dire qu'ils sont ensemble ». Il y a aussi une autre lecture possible, on est peut-être simplement sur une jeune femme qui vit sa vie, qui sort, qui partage un moment avec quelqu'un, peut-être un ami, peut-être plus, peut-être que c'était un sex friend, protégez-vous, sortez couverts, on n'en sait rien et peut-être qu'elle veut simplement pas communiquer dessus. On sait aussi que les marchés de Noël à Paris, c'est pas des lieux cachés, donc on n'est pas forcément sur quelque chose qui peut-être voulait être caché. Victoria est très maligne, elle sait très bien que ça peut être filmé et envoyé, donc voilà. Mais son silence est quand même assez parlant, parce qu'elle ne confirme rien, elle ne dément rien, elle continue sa vie, elle fait pas d'allusion, elle se justifie pas, et je trouve que c'est un choix qui est pas anodin, parce que Vivi, elle se justifie sur tout quand c'est faux. Et là, il n'y a rien. Donc, soit elle a voulu reconnecter avec quelqu'un, soit il y a quelque chose qui peut effectivement se produire, mais elle n'a pas envie d'en parler, peut-être pour se protéger et aussi protéger son fils, parce que du coup, il y a des gens qui vont être là, ah, du coup, Lio, il a un beau-père, et du coup, machin, du coup, bidule. En fait, il y a tellement beaucoup de choses sur les réseaux sociaux en ce moment qui sont négatifs que je peux comprendre qu'on cherche à cacher des trucs. Maintenant que vous avez vu la vidéo, en termes de réaction, il y a beaucoup de fans qui disent qu'elle mérite le bonheur, qu'elle a traversé une période très compliquée, qu'elle a le droit d'aimer à nouveau. Et c'est vrai, et aimer, ça ne veut pas forcément dire se montrer. Donc on verra bien ce que l'avenir réserve à Victoria. Moi, je lui souhaite que du bonheur. Encore une fois, je souhaite du positif à tout le monde. Franchement, je déteste personne dans ce milieu. Il y a des gens que j'apprécie pas, mais je les déteste pas et je souhaite pas du malheur aux gens et je fais pas de sorcellerie sur les gens. Donc voilà. Mais si on peut quand même montrer une évolution sur Victoria Meo avec tout ce qu'elle décide de partager en ce moment dans des podcasts, c'est que même si elle est de nouveau en couple, elle s'autorise à vivre sans tout montrer. Et je pense qu'on est peut-être sur le début de quelque chose. Les amis, je termine ce foutu cœur actu, j'avais trop envie de dire ça, désolé, c'est pas méchant, avec Vincent Queijo qui avoue enfin la tromperie Anna Rim. Bon, on va pas se mentir, on est clairement sur le feuilleton La Nounou d'Enfer dans la vraie vie. Ce qui se joue autour de Vincent Queijo et de Rim, c'est une accumulation de tensions, de révélations, de non-dits, de prises de parole publiques à travers Bastos ou à travers eux-mêmes. On voit que tout est en train d'exploser. Depuis plusieurs semaines, Vincent il est partout. Live, story, longue confession, au téléphone avec Bastos. Parfois il a des confessions décousues, parfois précises. Il parle de fatigue, de pression, de peur. Il dit qu'il traverse une période compliquée dans sa vie. Et quand on regarde la chronologie, on comprend pourquoi. Accusation
par rapport à ses filles, accusations aussi par rapport au chien, doutes autour de son rôle de père, conflits autour d'une nounou, menaces sur la garde de ses filles, il y a tout qui s'empile, tout. Il parle de l'histoire du chien Kawa. Alors cette histoire, elle a été mise en long, en large et en travers, j'en ai parlé au début de la semaine, donc je vous invite à aller voir la vidéo concernée. Et d'ailleurs, pour toutes les personnes qui me posent des questions par rapport à ce chien, sachez que ce chien actuellement va bien et qu'il sera chez Vincent Queijo le mois prochain, au mois de février. Il sera chez lui, il sera avec Vincent Queijo. Vincent Queijo va récupérer ce chien. On a aussi l'histoire de la nounou. Donc l'histoire de la nounou, Vincent Queijo, il en parle. Hein. Donc je vous rappelle, petit contexte, la nounou se serait faite cracher dessus par Rim Renom. Vincent Queijo, il dit que la nounou avait une relation idéale avec les enfants, qu'il y avait un équilibre, jusqu'au jour où elle se serait sentie humiliée. Et voilà, donc il a laissé sous-entendre que Rim aurait pu l'humilier, qu'elle n'acceptait pas la proximité entre la nounou et Marois. Et Rim avait aussi répondu. Franchement, j'ai pas envie de vous refaire tout le film Rim, Marois, Vincent. On a compris, tu vois, je pense que ça vous saoule. Donc je vous ai fait une vidéo très complète ce lundi que je vous invite à aller regarder. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse, et il y a quelque chose qui vous intéresse, et il y a quelque chose qui intéresse la communauté Mixosity. C'est le fameux moment où Vincent Queijo ne tourne pas autour du pot et qu'il affirme clairement qu'il a été trompé par Rim avec Anna. Il dit que c'est pas une supposition, que c'est pas une rumeur, il parle de messages écrits, d'aveux assumés, et forcément, cette phrase, elle a fait l'effet d'une bombe. Il raconte la scène, il raconte qu'il était assis au bord du lit, qu'il demande à Rim si elle a fait une connerie, qu'il est prêt à comprendre, et il dit que Rim, elle revient le lendemain en pleurs, et que Vincent affirme qu'il a choisi le pardon, pas par faiblesse, mais pour sa famille, sauf que ce pardon n'a rien calmé, et Vincent, il dit qu'il a tous les messages, et que du coup, il a des preuves, et qu'il sait de ce qu'il parle, et que si jamais il doit passer au tribunal, il pourra également montrer des preuves. Je vous laisse regarder, on en discute. J'ai été trompé par Rim Renom avec Anna. Voilà, je le dis mot pour mot. Est-ce que moi, quand je me suis fait tromper, parce qu'on m'a trompé et on m'a demandé le divorce. Parce que tu veux, je te dise un truc. Moi, le jour où j'ai vu les messages, le jeu de séduction qu'il y avait, parce que c'est tromperie dans un mariage, quand il y a des jeux de séduction. Je sais de quoi je parle, je m'y connais. J'ai été trompé par Rim Renom avec Anna. Voilà, je le dis mot pour mot, c'est la vérité. Elle l'a assumé par message. Le lendemain, quand j'ai vu les messages de Rim, qu'elle a joué un jeu de séduction, je le jure devant Dieu, je me suis mis au bord du lit le jour où j'ai appris tout ça. Je lui ai pris les mains, je lui ai dit, parle-moi, je suis ton mari, nous avons des enfants ensemble. Si t'as fait une connerie, dis-le-moi. Je l'ai fait ces conneries dans ma vie, j'aurais aimé être pardonné, je peux en parler avec toi. Le lendemain, elle m'attendait devant la maison en pleurs, je l'ai pris dans mes bras et je lui ai dit mot pour mot, Rim, je vais te pardonner. À ce moment-là, je lui ai laissé la chance de se faire pardonner. Je lui ai laissé la chance qu'on essaye de rebâtir quelque chose. Mais c'est à ce moment-là qu'elle n'a rien fait. D'accord? Alors oui, après, vers novembre ou vers septembre, oui, moi j'ai échangé des messages avec des filles. Bien évidemment, je viens de me faire tromper, je vais divorcer, je suis séparé. Ok, alors si c'est le cas, Rim, elle m'aurait menti parce que moi, ce que j'ai entendu de Rim, c'est que c'était dans la même période que elle parlait à Anna et que toi, tu parlais à d'autres meufs. Mais non, c'est pas vrai, parce que j'ai encore les dates. J'ai les screens qui m'ont été envoyés, j'ai les dates. Cette histoire, elle est fascinante, mais elle est aussi dérangeante. En fait, on a un mélange entre l'intime et le spectacle. On est sur des sujets qui sont graves, mais racontés en direct sous des milliers de personnes. Il y a chaque confession, ça devient un épisode Une nounou d'enfer, c'est pour ça que j'ai appelé ça comme ça. Chaque détail est analysé parce que chacun veut savoir qui ment, qui dit la vérité, qui ne dit pas tout et tout. Et je peux comprendre parce que tout le monde est vraiment avec leur popcorn en train de regarder tout ce qui se passe. La question, c'est celle de la vérité. Est-ce qu'on a toute la vérité? Qui dit la vérité? Qui donne ça ou la vérité? Enfin voilà, tu vois, il y a plusieurs vérités, il y a plusieurs spectres par rapport à une situation. Et ici, on est clairement sur ça. Moi, si je peux me permettre, il y a quelque chose que j'ai quand même très envie de dire, c'est que tout le monde est en mode, oui, les enfants, mais c'est eux qui sont en train de détruire tout ça. Ils sont en train de s'exposer et de s'exploser sur les réseaux sociaux en disant qu'ils font ça, mais qu'ils n'ont pas envie de le faire parce qu'il faut protéger les enfants de tout ça et tout. Mais vous le faites quand même. Vous le faites quand même à appeler Bastos dans des lives pendant 3 heures à déglinguer l'un, puis après déglinguer l'autre, puis après redéglinguer l'un, puis après redéglinguer l'autre. Et du coup, ok, vous pensez aux filles apparemment, mais pensez-vous vraiment aux filles? Parce que les filles, elles vont grandir, elles vont voir papa qui a déglingué maman sur les réseaux, elles vont voir maman qui a déglingué papa et l'ex-belle-maman sur les réseaux. Enfin, on va tout voir en fait. Et quand elles vont grandir, elles vont tout comprendre. Donc, à moins qu'elles n'aient jamais de téléphone en leur possession et jamais Internet, elles vont tout savoir. Internet n'oublie rien. Regardez toutes les séquences qui ressortent des années 1990 ou même moins ou même plus de certaines personnalités. Imaginez, là aujourd'hui avec l'ère des réseaux sociaux qu'on a, les filles vont
tomber sur tout. Et moi, je le dis et je le répète, mais ma pensée, elle va pour elle. Mon soutien, il va pour elle. Et j'espère sincèrement qu'elles grandiront sans difficulté parce qu'avec toute cette situation, eh bien, c'est mal barré. Voilà tout le monde pour la dernière actualité du Cœur Actu. On va passer à l'actu internationale. Vous me l'avez demandé la semaine dernière, je ne l'ai pas fait. Je vais vous parler de Nicki Minaj et de tout ce qui s'est produit. Elle a perdu des millions d'abonnés sur Instagram et on va en parler tout de suite dans un instant sur Mix of the Tea. C'est parti, jingle. Alors, pour cette actualité internationale, je reste énormément sur mes notes, les amis, parce que je ne maîtrise pas forcément le sujet à 100%. Donc, j'ai été regarder sur plein d'articles en ligne et je vous ai écrit un résumé de 5 minutes. Et du coup, on va regarder ça ensemble tout de suite. Ce qui se passe autour de Nicki Minaj en ce moment, c'est un vrai retournement de situation, quasiment improbable pour une artiste qui fait autant parler. C'est une rappeuse qui a été suivie du coup par plus de 220 000 millions de personnes sur Instagram et qui a désactivé son compte quelques jours après une apparition très commentée lors d'un grand rassemblement politique conservateur aux États-Unis. L'événement en question, c'est l'America Fest qui a été organisé par Turning Point USA, un mouvement associé à la mouvance MAGA, Make America Great Again. Ça vous dit forcément quelque chose. Là-bas, Nicki Minaj n'est pas passée inaperçue. Elle a publiquement exprimé son soutien à Donald Trump et à son vice-président J.D. Vance. Elle a parlé d'eux comme de modèles inspirants pour la jeunesse masculine et elle a critiqué certains leaders politiques adverses. Ce virage politique pour une personnalité comme Nicki Minaj, ça a choqué une grande partie de son public. Avec une carrière construite sur l'affirmation de soi, l'empowerment et pendant longtemps le soutien à des causes progressistes, ce revirement est perçu par beaucoup comme une trahison de ses propres valeurs antérieures, notamment autour des droits LGBTQIA+, ou même de l'immigration, sujet qu'elle avait défendu publiquement dans le passé. Je précise quand même que je suis pas ici pour être en mode politique ou politique, je vous parle vraiment de l'actu Nicki Minaj. Les réactions en ligne, elles ont été immédiates. Il y a une partie des fans qui a exprimé sa déception en disant que cette prise de position politique est en contradiction avec l'image qu'ils ont d'elle. Il y en a qui ont commenté assez durement, allant jusqu'à demander son retrait de certaines plateformes où ils ont critiqué ouvertement ses déclarations. J'ai aussi vu qu'il y avait des artistes qui avaient supprimé leur feat avec elle. Enfin, il y a eu vraiment beaucoup de choses, quoi. Et on a eu le coup de théâtre. Le compte Instagram de Nicki Minaj n'est plus accessible. Et 3 jours après l'America Fest, on a vu que le fameux profil qui comptait des centaines de millions de followers a été désactivé parce que c'est une fuite face à une tempête médiatique. Elle perdait des millions d'abonnés et en fait je pense qu'elle a voulu stopper ça, sauf que les gens ne vont quand même pas oublier. Il y a des médias qui ont relayé des rumeurs du coup de perte massive d'abonnés de l'ordre de plusieurs millions comme je vous ai dit en quelques jours, même si les chiffres seraient difficiles à vérifier précisément et tout ça on peut le voir quand même avec d'autres personnalités, d'autres actualités et d'autres dramas, même si pour moi là on est quand même sur plus qu'un drama et du coup à l'échelle de Nicki Minaj avec du coup la prise de position qu'elle a prise, j'imagine bien qu'il y a des gens qui sont désabonnés. Oui. Et en fait, ce qui rend cette histoire encore plus bizarre, c'est la façon dont elle met en lumière les tensions actuelles entre pop culture et politique. Dans un monde où les artistes sont souvent attendus du bon côté des débats sociétaux, un soutien affigé à une figure comme Donald Trump, c'est perçu comme un acte de défi par les internautes. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout le fait qu'effectivement, dans ses musiques, elle veut défendre des valeurs, des droits, des causes, et que ici, elle dit que Donald Trump, c'est un modèle. Il n'y a vraiment rien qui va. On est vraiment sur deux extrêmes. Mais elle n'a pas voulu minimiser les critiques d'après ce que j'ai vu. D'après ce que j'ai vu, je reprécise. Sur X, elle aurait reposté des extraits de son intervention. Elle a dit qu'elle ne se soucie pas de la réaction négative et qu'elle est prête à assumer ses choix. C'est un mélange d'indifférence, du coup, qui est affiché et de retrait aussi sur Insta qui laisse beaucoup de monde se poser une question. Est-ce un désengagement temporaire dans une période tendue pour Insta ou un repositionnement plus profond sur ses valeurs? Si on regarde un peu plus loin, c'est pas la première fois que Nicki Minaj provoque des débats virulents. Son influence dépasse la musique, elle a souvent été au cœur de discussions autour de l'identité, de la liberté d'expression ou de normes sociales. Mais cette fois-ci, c'est assez visible parce que c'est quand même dans le paysage politique américain et croyez-moi que ça a fait vraiment beaucoup
beaucoup de bruit. Et la semaine dernière, je vous ai dit que j'avais pas d'actu internationale parce que je voulais pas forcément parler de ça. Et vous avez été vraiment nombreux à me dire que vous attendiez en fait dans MTT l'actu internationale concernant Nicki Minaj. Donc me voilà. Mais du coup, j'ai envie de terminer avec une mini-analyse par rapport à cette controverse. Au moment où les frontières entre le divertissement et la politique, l'engagement également et les responsabilités sociales deviennent de plus en plus floues, un geste comme celui-ci ne peut plus être perçu comme anodin. Pour beaucoup, Nicki Minaj s'est exprimée librement, mais pour d'autres, elle a franchi une ligne sur laquelle on ne peut pas revenir en arrière et qui du coup a signé son début de downfall. J'avais trop envie de dire ce mot. Voilà pour mon analyse concernant Nicki Minaj. Voilà tout le monde pour l'actualité internationale. Aujourd'hui, on va passer au gros dossier. Maeva Genam, Aquababe, mariage, polémique, tellement de choses à dire, même lui s'est levé, c'est pour dire à quel point il veut voir ce dossier aussi. C'est parti les amis, jingle. Avant d'entrer dans ce gros dossier, je vous invite une dernière fois à liker cette émission, si elle vous plaît, à mettre un petit commentaire et à vous abonner. On a vraiment big file et on va en parler tout de suite. Alors, on va poser le décor calmement parce qu'on est quand même sur le gros dossier de la semaine qui mélange amour, religion, réseaux sociaux, rumeurs et guerre ouverte entre Maeva Genam et le blogueur Aquababe. À la base, on était sur une annonce intime et spirituelle par rapport à Maeva Genam et ça s'est transformé en tempête émotionnelle sur les réseaux sociaux. Hola mes vies, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va trop bien. Je suis mariée. J'arrive pas à y croire. Je vous jure, je n'arrive pas à y croire. Et j'ai trop de choses à vous raconter. Il faut que je vous raconte story time, de comment ça s'est passé et tout. Déjà, regardez s'il vous plaît ma bague. Non mais mon mari m'a trop respectée. Non mais s'il vous plaît, comme Georgina. Je l'ai faite faire sur mesure. Je l'ai choisie, je voulais des diamants ici, je voulais un gros diamant. Elle est pas trop belle, mes vies. Je vous refais un peu le contexte. Tout commence par une annonce que personne n'avait vu venir, soit dit en passant. Maeva, elle a posté des images de son mariage religieux, une robe verte qui était très belle. Elle parle d'un halal, elle parle de foi, elle parle d'engagement devant Dieu. Mais il y a un détail qui fait beaucoup réagir. L'identité de son mari, elle est floue. Du coup, tout le monde est là. Qui est cet homme? D'où vient-il? Pourquoi une cérémonie aussi rapide? Pourquoi cette volonté de tout cacher et de tout verrouiller? Et donc, Aquababe débarque. Aquababe affirme avoir l'identité de l'époux. Il donne un nom, un âge et une localisation. Et surtout, il balance une accusation extrêmement grave. Selon lui, le mari de Maeva serait un ancien trafiquant avec un passé judiciaire lourd, aujourd'hui planqué à Dubaï. Ce sont ses mots. Il partage des photos, des affirmations et il dit qu'il s'agirait d'un homme recherché en cavale avec un historique pénal. Donc à ce moment-là, déjà, on n'est plus dans le gossip léger. On bascule dans quelque chose de plus sérieux parce que même si ce type d'accusation peut être faux, ça relève clairement de la diffamation si c'est faux. Et si elle est vraie, ça pose des questions sur l'entourage et les choix et la mise en danger potentielle de Maeva Genam. Donc dans tous les cas, ça fait parler. Maeva Genam, elle réagit, elle a une réaction très ferme, elle ne laisse pas planer de doute, elle nie catégoriquement, elle parle d'attaques graves, d'inventions, de mensonges, de diffamation, retenez bien ça, et elle insiste sur un point central. Son mari n'est pas un trafiquant, il n'a aucun problème avec la justice et selon elle, il n'est recherché par personne. Ce positionnement, il est extrêmement important. Maeva Genam n'est pas une novice en termes de polémique, elle a déjà été mêlée à des affaires judiciaires, à des conflits publics et à des clashs. Et ici, elle explique qu'elle n'aime pas les conflits judiciaires, mais qu'on touche à son honneur, à sa dignité, à sa famille, et qu'il n'y a plus de compromis possible. Et que, du coup, elle veut éteindre Aquababe. Elle dit aussi que son mari restera invisible, que pas maintenant, pas plus tard, juste jamais elle le montrera, que sa vie privée n'est pas un contenu, et encore une fois, elle descend Aquababe. Ensuite, elle poste une vidéo très longue où elle raconte les coulisses de son mariage, ça dure 8 minutes, je vais pas vous la mettre, petit contexte encore une fois. Elle parle de choc, d'incrédulité, de bonheur, que c'est un mariage qui est religieux, simple, rapide. Elle dit que ni sa famille ni celle de son mari n'étaient présentes, que c'était vraiment un mariage en 4K express. Déjà là, il y a beaucoup de questions qui se posent. Pourquoi un mariage aussi vite? Est-ce que c'est un
mariage blanc? Est-ce qu'on essaye de cacher des trucs? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ce mariage a été aussi rapide? Mais ça, on le garde de côté. Pendant qu'elle raconte sa version, l'autre camp attaque. Aquababe affirme avoir été contacté par Maeva, qui lui aurait demandé de supprimer toutes les infos concernant son mari. Il partage des captures d'écran, il dit que le mari se serait énervé et surtout qu'il refuse de reculer. Aquababe, il publie des messages très agressifs, il répète ses accusations, il pose des questions rhétoriques assez lourdes, il évoque des déplacements entre plusieurs pays, une possible cavale et un passé carcéral. Ce n'est pas tout, il va plus loin et il dit qu'il détient des éléments concernant une éventuelle grossesse, parlant d'une échographie de Maeva Genam qu'elle a démenti plusieurs fois. Et à ce stade, on est sur un point de non-retour. Ça devait être un mariage religieux discret et ça devient un affrontement frontal. J'ai gardé ça pour MTT parce que ça fait des jours que vous me demandez si Maeva Genam est enceinte. Ça fait des jours que je vous dis qu'elle dit que non. Mais selon Aquababe, c'est possible. Par respect, je suis même pas un petit salaud à vous dire pourquoi elle s'est vite mariée, pourquoi elle a fait son halal en 4-4-2. Parce que vous allez me dire après, ouais, ça se fait pas d'avoir dit ça se fait pas d'avoir révélé ça. En tout cas, vous verrez bien dans quelques mois. Mais ma belle, des big mariages 4-4-2 pour... Vas-y, je parle pas. Parce qu'après, on va dire que t'es un hater. En tout cas, vu qu'elle avait l'aplomb de prendre son téléphone et dire qu'elle allait faire des grandes procédures me concernant, j'attends ton démenti, ma chérie, concernant Wafa. J'attends ton démenti concernant ton mari. J'attends beaucoup de démentis là. Donc prends ton téléphone, vite. Et très vite avant le 31 décembre. Parce que si tu le fais pas avant le 31 décembre et que tu sors pas par A plus B que tout ce que je t'ai dit en story, c'est faux, je sors toutes les preuves. C'est bon? Parce que t'as lancé des hostilités, moi je les termine. D'un côté, on a une femme qui revendique une transformation spirituelle, de l'autre, on a un blogueur qui est là pour attaquer. Et l'histoire va plus loin. On parle aussi de dot, on parle de la rapidité de l'engagement. Pour certains internautes, il y a des choses qui sont cohérentes, normales et respectables, mais pour d'autres qui scrutent absolument tous les mots de Maeva, au contraire, il y a beaucoup d'incohérences et il y a beaucoup de choses qui ne collent pas dans ce qu'elle raconte. Au niveau des accusations, soit elles sont fausses et on est face à une diffamation extrêmement grave, soit elles sont fondées et on est sur une situation beaucoup plus inquiétante. Le mariage que Maeva voulait sacré, intime, protégé est devenu un symbole de polémique. Après, je vais pas vous mentir, elle en joue quand même, elle en parle énormément et surtout, elle fait énormément de contenu qui est sponsorisé entre chaque prise de parole, ce qui lui permet de générer un maximum de simflouz. Mais les choses sont allées plus loin, les amis. Pourquoi est-ce que c'est allé plus loin? Parce que Maeva Genam, elle a décidé de faire des choses qui sont assez choquantes. Alors déjà, je vous épargne toutes les stories d'Aquababe où il accuse Maeva de mentir au sujet de son mari. Il l'a aussi accusé de mentir sur le travel ban. Il a dit que Maeva, en fait, quand elle était dans l'avion en train de pleurer à Dubaï, enfin en rentrant à Dubaï, c'était absolument pas parce que genre elle avait des problèmes à Dubaï, mais apparemment ce serait parce qu'il y a des hommes cagoulés qui la cherchaient dans toute la France. Donc voilà, à voir ce qui est vrai, ce qui est faux, encore une fois. Et Maeva Genam, elle réagit à toutes les stories d'Aquababe avec une vidéo où on voit la réponse se fera en silence. J'ai fini de casser ça au silex. Libérer Maes. Donc elle fait un rapport avec Maes. Maes qui est la personne qui a agressé, kidnappé Aquababe, même si la police veut rien dire. On a vu des vidéos, rappelez-vous, c'est assez scandaleux. Du coup, Aquababe, il réagit à ça dans une story. Il dit qu'il veut déposer plainte contre Maeva Genam parce que là, ce qu'elle fait, ça va trop loin par rapport à Maes. Et Maeva poste une vidéo extrêmement choquante que je vais vous laisser regarder. Dans cette vidéo qui a été montée par DumpFR, incroyable montage d'ailleurs pour vraiment comprendre les choses, on a la vidéo où Maes avait chopé Aquababe dans la voiture avant la nuit horrible qu'il a vécue. Alors attention, je ne défends pas Aquababe sur tout, mais ça, pour moi, il faut séparer les choses et ça, c'est absolument horrible. Et du coup, on voit du coup ce que Maes fait, dit et tout ça et comment il montre Aquababe avec une certaine musique que je ne peux pas vous mettre parce que droit d'auteur. Et juste après, vous allez voir la même vidéo qui a été faite par Maeva Genam. Sauf que il n'y a pas Aquababe dans la voiture, mais elle est très heureuse et elle nous montre encore une fois qu'elle est plus du côté de Maes dans cette histoire et surtout, ça ressemble à une menace déguisée. Vous comprendrez tout seul en regardant. Et elle ne s'arrête pas là, Maeva Genam. Pourquoi? Parce qu'elle va encore plus loin et elle tacle directement la rentabilité du blogueur. Et ça, je pense qu'il fallait pas le faire non plus. Vous savez, Mélie, je vais vous dire un truc.
Vous savez, le monde de l'influence et tout, c'est un monde que vraiment je peux pas me voir. C'est un monde très malsain et tout. Donc ça, je pense que tout le monde le sait. Je n'aime pas les blogueurs et tout. Et je vous jure, les gens, ils pensent qu'en allant loin, ils vont gagner de l'argent et tout. Alors déjà, premièrement, ils vendent zéro, moi je vous le dis. Ils gagnent pas d'argent. On apprend également que Aquababe porte plainte contre Maeva Genam. Il a posté un communiqué. Maeva Genam, procédure pénale en France et aux Émirats Arabes Unis. Donc voilà, il est en train de porter plainte contre Maeva Genam. On a le communiqué. Est-ce que je vous le lis ou pas ? Il porte plainte parce que du coup Maeva Genam et son entourage ont fait le choix de menacer publiquement Aquababe. Elle s'est amusée de son agression qu'il a subie il y a plusieurs années. Donc voilà, l'avocat Tom Michel a posté le communiqué et Aquababe s'est exprimé. Ton avocat, Maeva, c'est un bras cassé. T'as vu? Je te le dis haut et fort, ton avocat, c'est un bras cassé. J'ai archi pas peur de ce que t'es en train de faire contre moi. Je te le dis, ma belle. Arrête vite de croire. En tout cas, j'ai hâte. Ma chérie, on va rigoler. Voilà, Maeva, tu le sais au moins. J'arrive sur toi à Dubaï. En tout cas, Maeva, ce qu'on pourra retenir dans ton communiqué de bras cassé, c'est que tu n'as pas mis diffamation, bébé. C'est parce que tu sais que ton mec, c'est un ancien trafiquant, bébé. Ouh là là. J'arrive sur toi, ma belle. On va trop rigoler. De son côté, Maeva Genam poste également un communiqué en story que je vous lis. C'est écrit: le 30 décembre 2025, Madame Maeva Genam et son conjoint saisissent mon cabinet à la suite de faits de cyberharcèlement, de chantage, de menaces et de divulgation d'informations personnelles. Compte tenu de l'urgence, mon cabinet déposait ce jour une plainte pénale au soutien de leurs intérêts près le parquet national de lutte contre la haine en ligne afin de faire cesser ces ajustements avec célérité. L'institution judiciaire est désormais saisie afin d'identifier et de poursuivre le ou les auteurs. Ce qui est intéressant ici, c'est que Aquababe en a parlé, il a repartagé ce communiqué et il a dit qu'en aucun cas Maeva Genam parle de diffamation. Donc il se pourrait que tout ce qu'il a dit est vrai. Dans aucun cas, dans le communiqué de l'avocat de Maeva, c'est écrit diffamation. Dans tous les cas, pour quelque chose qui se voulait être un moment heureux, un mariage d'amour et tout ça, on est quand même sur la polémique de la semaine. Vous connaissez Maeva Genam, pour elle, une polémique en remplace rapidement une autre. Et cette fois-ci, ce sont ses confidences sur une intimité au sein de son mariage qui ont été mises à mal sur les réseaux sociaux. J'étais assez surpris, mais face caméra, Maeva dit, je cite, « Je suis trop contente parce que maintenant, quand je doro, je prends des hassanettes. » Donc en gros, elle explique qu'elle peut avoir des relations intimes avec son mari sans que ce soit interdit et que ça lui donne des points positifs dans sa foi. Des confidences très privées qui ont indigné un bon nombre d'internautes. Je cite, « Elle est dérangée, un minimum de pudeur quand même, c'est grave, toute fière, juste une question, ça rattrape son passif avant le mariage? Je ne pense pas, mais bon, c'est du grand Maeva. » Elle sait très bien jouer avec les mots et avec les réseaux, tout ça pour faire parler d'elle. J'étais assez surpris et je pense que vous allez l'être aussi. Mais oui, je suis trop contente parce que maintenant, quand je doro, je prends des hassanettes. Vous me direz ce que vous pensez de ce gros dossier. On va tout de suite terminer MTT avec l'Astro Actu. Elle est écrite à l'avance pour une fois, on n'est pas sur une voix off, j'avais envie de vous en parler un petit peu, étant donné qu'il y a une grosse pleine lune qui s'est produite hier, pour vous si vous regardez l'émission, et moi elle se produit dans 2 jours, et du coup je voulais partager avec vous, donc vous me direz si pour vous les choses se sont produites ou non. Allez, c'est parti, Astro Actu. Je termine donc MTT avec l'Astro Actu, avec la pleine lune du Loup du 3 décembre qui est arrivée dans un climat déjà chargé et qui n'est pas passé pour faire figuration. C'est pas une pleine lune douce, c'est pas une lune décorative, c'est une lune qui remue. Premièrement, pourquoi est-ce qu'on l'appelle pleine lune du Loup? C'est un nom qui vient des traditions nord-américaines et européennes anciennes. Décembre, en gros, c'est le cœur de l'hiver, les nuits sont plus longues, le froid s'installe, les villages étaient autrefois isolés et les loups affamés s'approchaient des habitations. On entendait leurs hurlements dans la nuit et cette lune-là était donc associée à cette sensation de solitude, de survie et de ce lien d'instinct. Du côté astrologie, une pleine lune, c'est toujours un moment de culmination. C'est quelque chose qui arrive à maturité, quelque chose qui ne peut pas être ignoré. Et celle-ci, en plein normalement elle est en plein mois de décembre, mais là du coup elle est en janvier. Mais normalement c'est la lune du mois de décembre. Elle vient taper pile à un moment où beaucoup de gens sont fatigués émotionnellement. Fin d'année, bilan, attente, solitude parfois et également pression sociale. Côté signes, il y en a qui vont mieux surfer avec cette énergie et il y en a pour qui ça va être compliqué. On commence par les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, moi. Pour nous, cette lune, elle est assez stabilisante. Elle nous permet de mettre des mots sur des ressentis, de faire des choix plus concrets, de trancher sans trop qu'il y ait de drama. Il peut y avoir des prises de décision importantes mais posées. On a évidemment des fins de cycle aussi qui sont cette fois-ci vécues comme des libérations.
Les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, vont ressentir cette lune très fort à son apogée, mais aussi sur les jours avant et après, très très fort. Pour eux, c'est une plongée émotionnelle. Ça va être intense, bouleversant et révélateur. C'est une lune qui peut provoquer des déclics amoureux, des prises de conscience sur des relations déséquilibrées, des envies de vérité, même si ça fait peur. Le conseil, c'est de ne pas fuir l'émotion, mais de ne pas non plus s'y noyer. On laisse passer, on observe, on écrit, on pleure si besoin, on vit les émotions. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau peuvent se sentir un peu débordés. Trop de ressentis, pas assez de mots. Une impression de confusion mentale et on peut avoir du mal à rationaliser ce qu'on ressent. Et c'est justement le travail de cette lune. Accepter de ne pas tout comprendre tout de suite, ressentir sans analyser, ralentir le mental. Et enfin, les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, qui peuvent vivre cette pleine lune comme une remise en question de leur direction. Est-ce que vous êtes vraiment là où vous voulez aller? Est-ce que vous battez pour les bonnes choses? Est-ce qu'il y a une frustration, une impatience, une énergie de transformation? Attention aux réactions impulsives, tout ne doit pas être réglé sur un coup de tête. En clair, cette pleine lune, désolé, mais elle n'est pas là pour nous rassurer, elle est là pour nous réaligner, pour nous rappeler de ce qui est essentiel si on enlève le bruit, les attentes et les rôles sociaux. En gros, pleine lune du loup, elle nous demande où est notre meute, mais aussi si on sait marcher seul quand il le faut. Vous me direz si vous ressentez ce genre de choses en ce moment, parce que du coup, il faut savoir que les pleines lunes, elles ont effectivement un apogée, mais il y a aussi l'énergie qui est là un peu avant et un peu après. Donc j'ai hâte de voir ce que vous avez ressenti dans cette période. Voilà tout le monde pour Mixosity cette semaine. J'espère que l'émission vous a plu. Alors, j'ai pas encore monté les magnétos, mais je vois au tournage que j'ai quand même filmé un long moment aujourd'hui. J'ai beaucoup parlé avec vous, alors que pourtant l'émission me semblait courte. Donc peut-être qu'elle a été un peu longue. Je suis désolé si jamais ça a été trop long, mais j'ai vraiment beaucoup parlé. Avant de vous donner le deuxième emoji de la semaine, n'oubliez pas encore une fois le petit like, le petit partage, le petit abonnement, ça fait plaisir. On se retrouve tous les jours de la semaine pour des nouvelles vidéos à 18h et tous les dimanches à 10h30 pour l'émission Mixosity. Le deuxième emoji de la semaine est un miroir et oui, je trouvais qu'avec ce côté pleine lune du loup, c'était intéressant d'avoir notre reflet. Donc je vous invite à mettre l'emoji miroir en compagnie du premier que je vous ai dévoilé au milieu ou alors de mettre le mot miroir, ce qui me permet de vous retrouver, de mettre des petits cœurs et de répondre à vos commentaires. En priorité, parce que je réponds à tout le monde évidemment. J'espère que l'émission vous a plu, je vous souhaite encore une fois une très belle année, de très belles choses et nous on se retrouve dimanche prochain pour de nouvelles aventures. C'était Rudy, merci pour votre fidélité. Bisous, bye tout le monde.